Bonjour à toutes et à tous. Voilà. Je vous souhaite la bienvenue au Conseil régional Île-de-France pour ce grand moment, pour cet événement Design Mode d'Emploi. Et je voulais vous dire que je suis très heureuse de vous accueillir à la région et encore plus dans cet hémicycle qui va être le théâtre de cet échange et de cette rencontre entre designers, les différents acteurs, et puis qu'on va parler aussi bien sûr métier, débouchés, design. Donc c'est un très grand plaisir. Le design, je le dis souvent, le grand défi des designers, c'est certainement de faire comprendre aux entreprises, aux différents acteurs, aux collectivités aussi, que lorsqu'on fait appel à du design dès le début d'un projet, vraiment en amont, on arrive à gagner beaucoup de choses. De la création de valeur, de la performance au niveau des produits et des services, aussi beaucoup de temps, parce qu'on anticipe justement, et puis parce que c'est aussi le design un moyen de répondre aux différents enjeux et aux différents défis que nous connaissons au sein de notre société. Et le design, et j'ai envie de dire aussi son ADN, qui est l'expérience utilisateur, c'est justement un pilier qui permettra de répondre à tous les défis que notre société va rencontrer, et notamment les enjeux environnementaux. Alors le design, c'est de l'innovation. Mais pas n'importe quelle innovation, c'est l'innovation responsable. Et nous, à la région Île-de-France, ça fait longtemps qu'on en est convaincus. Et sous l'impulsion de notre présidente Valérie Pécresse, dès 2017, nous sommes la première région à avoir voté une délibération en faveur d'une stratégie régionale pour le design. Et depuis, nous n'avons cessé de créer des outils et des dispositifs afin justement d'aider les entreprises à innover par le design, mais aussi à promouvoir le design dans tout son ensemble. Alors, nous avons lancé plusieurs... Alors, je ne vais pas, bien sûr, vous lister tous les dispositifs que nous avons lancés, parce que je pense que toute la journée ne suffirait pas, mais je voulais au moins attirer votre attention sur un outil qui s'appelle le Hub du Design, qui est une plateforme qui met en relation les entreprises et les designers. Il y a aussi sur cette plateforme beaucoup de témoignages, de retours d'expérience qui montrent à quel point, lorsqu'on utilise le design, ça crée en effet de la valeur et beaucoup de grande révolution, j'allais dire, dans la conception des produits et des services. Alors, nous avons ce Hub du Design. Nous avons aussi, bien sûr, mis en place des dispositifs financiers pour accompagner aussi bien les acteurs que les entreprises dans leur innovation. Je pensais notamment au financement de la création d'un Open Design Lab à l'école CY, dont nous avons la chance d'avoir son directeur ici. Et je te remercie d'ailleurs, Dominique Siama, pour tout son dynamisme, aussi bien au niveau de cette école, mais aussi de la PCI, qui organise moult événements sur design, donc celui-ci. Nous avons aussi financé POC in Lab, qui est un programme qui se fait avec le Design Spot de l'Université de Saclay et qui vraiment est très innovant dans sa façon d'impliquer le design dans différents projets. On en est à 17 portages de projets à l'heure actuelle. On est aussi très présent depuis sa conception de France Design Week, qui est devenu un événement incontournable. Et puis nous avons aussi co-construit, par exemple, avec l'État, le campus de l'excellence de la mode, des métiers d'art et du design à la Manufacture des Gobelins. Là aussi, avec un grand objectif, c'est celui d'assurer l'adéquation entre les formations et puis l'évolution des métiers dont nous parlerons dans un petit instant. Alors, appliquer et aider les entreprises à innover vers le design, c'est une belle chose, mais nous voulions aussi nous appliquer cette méthodologie à nous-mêmes, collectivités. C'est pour cela que nous avons développé aussi plusieurs programmes pour intégrer le design au sein de nos compétences. Je pense notamment à un programme CDI du futur, où nous avons, au niveau des lycées, intégré toute une conception de CDI grâce à des designers intégrés en amont du projet, mais aussi nous avons commencé un programme il y a plus de 2 ans avec l'école Strat Design, où nous avons intégré des étudiants à chaque promotion qui viennent au niveau de nos services pour aider à améliorer l'action publique. Nous avons aussi maintenant recruté des designers pour justement impliquer et intégrer la méthodologie du design au sein de nos services et de la région Île-de-France. Donc vous voyez, une volonté en effet d'aider les entreprises, mais aussi de s'appliquer à soi-même ce que nous promouvons au quotidien. Nous faisons aussi beaucoup de promotions pour les écoles de design parce que nous sommes conscients que nous avons un superbe vivier en Île-de-France puisque nous avons plus de 30 écoles de design dont la moitié sont publiques. Et là encore, ça fait partie de nos prérogatives et on est très fiers de pouvoir les accompagner.
Alors, je vous disais, une politique très volontariste au niveau du design, mais pas que. Nous l'avons couplé aussi avec une politique assez ambitieuse au niveau de l'économie circulaire. Et nous avons voté, pas plus tard que septembre 2020, une politique en faveur de l'économie circulaire avec des engagements assez forts, ceux d'obtenir dès 2030, en fait, de passer d'un modèle d'économie linéaire à un modèle d'économie circulaire pour l'ensemble de nos secteurs économiques. Donc, vous voyez, je crois qu'avec de telles ambitions, nous ne pouvons qu'accueillir des événements tels que le vôtre, qui est au carrefour de cette politique de design et aussi d'économie circulaire. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je vais vous laisser la parole à nos différents intervenants qui vont nous permettre de faire une conférence. Alors, je vais essayer, désolée, je prends le papier parce que je ne veux pas justement faire d'impair au niveau de nos 4 intervenants, qui vont en effet mettre en lumière la responsabilité des designers et des entreprises sur des sujets sociétaux et environnementaux, qui vont nous expliquer aussi comment se projeter dans un futur plus durable en intégrant les enjeux sociétaux et écologiques dans un processus de réflexion et de création de produits et de services. Donc c'est une conférence sur le thème de l'éco-conception, des démarches RSE et de la responsabilité des designers. Je vais laisser la parole sans plus attendre à Margot Péjaudier, donc designer manager de la coopérative MU, à Gaël Audier, aussi co-dirigeant et directeur de la création de Pixelis, à Florian Guillanton, excusez-moi, Florent Guillanton, fondateur et designer de l'agence Contrôle S, et enfin à Goulven Baron, qui est lead designer de la Maïf. Merci à tous pour votre présence et je vous souhaite une très très belle conférence. Merci beaucoup et ça fait tellement plaisir d'entendre tout ce que vous allez faire pour le design. C'est super. Bon, alors tout le monde a été présenté. Vous connaissez tous Dominique Siama, donc, qui est vice-présidente de la PCI et qui dirige l'école CY Design. Très anglais, hein? Oui, l'international. Bon, je dis ça parce que je suis anglaise. Bon, alors, et je me présente, donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Antoinette Lemans et nous sommes co-organisateurs de design mode d'emploi depuis 2012 qu'on avait fait ça avec Anne-Marie Boutin. Donc, parce que, entre autres, j'ai une boîte de recrutement spécialisée dans le design. Donc, en fait, on est face à face avec des problématiques de recruter des designers partout dans le monde. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est le RSE. Et j'aimerais peut-être commencer avec toi pour que tu nous expliques un petit peu qu'est-ce que tu fais. Parce que ce qui m'intéressait dans ton parcours, c'est que tu es ingénieur. Tu as commencé donc tes études à l'Université de technologie de Compiègne et avant Pierre et Marie Curie. Donc, pas tout à fait type le designer. Ouais. Et ce qui m'intéresse encore plus, c'est que je recrute pas mal dans les pays voisins. Et par exemple, en Hollande, il y a beaucoup d'ingénieurs designers qui font le double cursus. En Angleterre, de plus en plus, il y a le double cursus aussi, ingénieur design. À toi. Ouais, effectivement. Moi, je me suis toujours dit que le design, c'était pas fait pour moi, parce que pour moi, le design, c'était de l'artistique, de l'édition, et ça me parlait absolument pas. Donc, je suis plutôt allée effectivement dans l'ingénierie, dans la conception mécanique. J'avais ce besoin aussi de résoudre des problématiques complexes, mais plutôt sur l'aspect technique, fonctionnel. Et donc ça me parlait vraiment beaucoup. Et c'est que après que j'ai compris qu'en fait le design, c'était pas que ça, et que c'était aussi quelque chose de beaucoup plus large, et que c'était aussi de la résolution de problématiques complexes, mais en prenant en compte pas seulement le technique, le fonctionnel, mais aussi l'usage, le besoin, le social, l'humain, etc. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et donc c'est à ce moment-là où effectivement j'ai réussi à converger entre les deux, et d'avoir cette vision plutôt anglo-saxonne du design, design to design, concevoir des choses, plutôt que effectivement peut-être cet aspect un petit peu plus français, artistique, qui existe peut-être encore aujourd'hui, je ne sais pas trop, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de collègues anglo-saxons qui, quand ils viennent en France, sont étonnés de voir que design et conception sont séparés, alors qu'en fait chez eux c'est mélangé, quoi.
ça commence à changer, hein. On sent que ça bouge. Et de là, vous êtes parti sur Coopérative MU. Vous pouvez m'en dire un peu plus? Qu'est-ce que c'est que la Coopérative MU? Oui, alors la Coopérative MU, c'est une agence d'éco-conception donc, qui accompagne les entreprises à réduire les impacts environnementaux des produits et des services qu'ils conçoivent. Avant d'arriver là-bas, j'ai travaillé 5 ans dans une boîte qui s'appelle Parrot, qui faisait des objets connectés, de type casque audio, des drones, ce genre de choses, qui n'étaient pas tout à fait éco-conçus. Et du coup, c'est en travaillant là-bas que j'ai vraiment appris mon métier de design industriel. J'ai trouvé ça passionnant et j'ai trouvé aussi passionnant de voir tout le potentiel justement de faire mieux que ce modèle-là. Et c'est pour ça que j'ai rejoint la Coopérative MU pour intégrer dans mon processus de design industriel l'aspect environnemental autant que l'aspect technique, financier et des différentes contraintes, quoi. Bravo. Merci. Gaëlle, toi aussi, tu as commencé dans le design plus traditionnel. Tout à fait. Quand tu as rejoint Pixelis, j'ai le droit de le dire, combien d'années? Oui, vas-y. 18 ans. Il ne les fait pas. Hein. 18 ans chez Pixelis, qui a changé au fur et à mesure et qui s'est vraiment spécialisé aujourd'hui dans le RSE, c'est ça? Ah oui, en tout cas, on essaye au maximum dans notre agence de déceler les sujets d'impact, ou en tout cas les sujets sur lesquels on peut justement engager de la transformation, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit par les solutions qu'on va proposer. Et c'est vrai que moi, j'ai eu le parcours un peu différent. Moi, je suis rentré par l'aspect artistique. J'étais véhiculé par la beauté des choses, par ce qu'elles pouvaient raconter, comment est-ce qu'on pouvait être justement en lien avec ce qu'on pouvait voir. On a tous bien éteint nos téléphones d'ailleurs, j'espère. Et en fait, progressivement, c'est un peu en creusant, et c'est un peu le parcours et aussi la trajectoire qu'a pris notre entreprise, qu'on a découvert progressivement aussi tous ensemble qu'il y avait des choses qu'il fallait gratter derrière l'esthétisme et puis la justesse des solutions. Et donc, on est devenu de plus en plus experts de ce sujet-là, qui aujourd'hui est presque naturellement adressé dans tous les sujets qu'on peut voir dans le monde, même aujourd'hui, que ce soit au-delà des entreprises. Et donc oui, on est plutôt reconnu ou connu pour être une agence de design qui fait du branding et qui a une appétence, un ADN, une méthode, des valeurs et un regard qui cherche à mettre la responsabilité au centre de ce qu'on fait. Oui. Absolument. Et ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises viennent vous voir parce que vous avez une vraie connaissance et une vraie compréhension des enjeux. Et je pense que c'est quelque chose qui va bouger petit à petit dans les entreprises, et on en reparlera tout à l'heure, en demandant qu'est-ce que recherchent les entreprises, et jusqu'où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils veulent aller, et jusqu'où est-ce qu'ils sont prêts à aller. Parce que c'est très bien d'avoir envie, mais est-ce qu'ils sont prêts à investir jusqu'au bout? C'est la grande question. Oui, tout à fait. Ouais. C'est une question qui mérite d'être approfondie durant cet échange, certainement. D'accord. Bon, on va passer à Goulven. Alors, Goulven, vous aussi, vous avez fait des études aux Beaux-Arts. Et après, vous partez vers le web designer, c'est ça? Tout à fait. UX, etc., des applis, enfin, vous travaillez vraiment sur ce côté-là, et vous rentrez à la Maïf. Oui. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait à la Maïf? Qu'est-ce que peuvent faire des designers dans une assurance? Exactement. C'est une très bonne question. Alors, effectivement, je suis venu à la Maïf parce que à la Maïf, en fait, on a forcément des interfaces entre nous et nos utilisateurs, nos sociétaires, les différents publics, puis aussi des gens qui travaillent à la Maïf, qui eux-mêmes sont confrontés à des outils, des interfaces. Donc c'est là-dessus que j'ai travaillé ces dernières années. Les sites internet, ces derniers temps les applications mobiles. Donc en gros, si vous avez une assurance, je sais que les gens ne s'y connectent pas souvent, mais on peut aller déclarer un sinistre, télécharger une attestation, voir où on en est de ses cotisations, et aussi suivre un contact, on va dire. Donc ça, c'est la partie un peu immergée de l'iceberg.
Mais la Maïf fait appel aussi au design sur des aspects plus design de service et toute la complexité des moments de vie de nos utilisateurs qui ne commencent pas et ne finissent pas sur des sites internet. Il y a ce qui se passe dans le réseau au niveau téléphonique, mais il y a aussi ce qui se passe dans notre mission de prévention. Et alors le RSE dans tout ça? La RSE, à la Maïf, alors la Maïf, on essaie toujours d'être du côté des gentils, c'est-à-dire qu'on est entreprise à mission, entreprise à impact, et c'est pas, ça vient pas de nulle part en fait, c'est une mutuelle, voilà, elle s'est construite sur ces valeurs-là, on s'efforce en fait d'avoir le meilleur impact possible. Alors, soit parfois c'est avoir le moins d'impact possible quand on parle de dépenses et d'impact carbone, mais aussi un meilleur impact sur la société, voilà, à l'échelle d'une assurance. D'accord, très bien. Et on finit avec Florian. Donc Florian, il va nous parler un peu du numérique. Alors Florian a fait ses études à Strat et suivi par Sciences Po. Pourquoi Sciences Po? Voilà. Je ne sais pas, mais mes souvenirs de raison varient de mois en mois. Ah, et aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis très content d'y être allé parce que déjà, j'ai rencontré les gens avec qui je travaille aujourd'hui et qui viennent d'autres horizons. Donc ça, c'est un grand apprentissage encore aujourd'hui, même si ça fait quasiment 3 ans qu'on travaille ensemble au quotidien. Donc mon associé Roman, qui est président de Contrôlesse, qui a fait de la sociologie avant. Et mon autre associé Valentin qui lui vient de l'ingénierie méca et électronique. Donc il y a vraiment des horizons qui sont assez variés, qui se sont retrouvés là dans ce master à Sciences Po. Et avant, moi j'appréciais beaucoup mes études de design à Strat. D'ailleurs c'était un moment où j'étais très technophile, moi je faisais design d'interaction. Donc à ce moment-là, le rêve c'était un petit peu d'aller travailler chez Google ou d'aller faire de la réalité virtuelle ou des trucs comme ça. Et je ne sais pas exactement précisément s'il y a une seule raison qui m'a poussé à aller à Sciences Po. Je pense que c'est plus la volonté de découvrir d'autres horizons, d'avoir des cours peut-être plus académiques, de revenir un petit peu aussi à de l'analytique et à de l'écriture. Parce qu'à Strat, on travaille beaucoup en projet, et ça c'est super parce qu'on voit à quel point ça nous rend à l'aise, et pas qu'à Strat d'ailleurs, dans des méthodes de projet ensuite, quand on travaille avec des gens qui n'ont pas du tout l'habitude, qui en fait ne savent pas trop se repérer dans un projet où ils n'ont pas une idée précise du résultat. Alors que pour moi, ça c'était plutôt assez naturel. Donc je pense l'envie de se confronter à ces différentes disciplines. Et vous travaillez maintenant pour une société qui s'appelle Contrôle S. Oui, c'est ça. Vous pouvez m'en dire un peu plus? Oui, tout à fait. C'est une agence que j'ai cofondée il y a 2 ans et demi maintenant, qui part d'un projet étudiant à la base. Alors oui, c'est possible, du coup, si vous vous posez la question. En fait, depuis le début, nous, on s'est penché sur la question du numérique en tant qu'industrie qui a une influence sur le monde comme toutes les autres, qui a des impacts environnementaux, mais pas que, qui a des influences sur la manière dont on fait de la politique, sur la manière dont on fait certains choix techniques de société, sur les modèles de travail, les modèles sociaux dans lesquels s'inscrivent les sociétés. Et ça peut être à l'échelle d'une entreprise privée, mais aussi plus largement à l'échelle d'une région, par exemple. Et donc nous, quand on a commencé à creuser vraiment sur le sujet, qu'on s'est rendu compte que c'était une industrie qui aujourd'hui posait beaucoup de problèmes et qui posait beaucoup de questions auxquelles personne ne répondait vraiment, ou alors à huis clos et sans réel débat démocratique, on s'est dit que c'était là-dessus qu'on voulait travailler. Et surtout que dans un premier temps, on voulait essayer de sensibiliser un maximum au sujet, puisqu'en fait, donc là ça a heureusement un petit peu changé en 3 ans, mais il y a 3 ans, quand on parlait des impacts environnementaux du numérique, il n'y avait pas grand monde qui savait de quoi on parlait. Et encore aujourd'hui, il y a plein de gens qui nous répondent ah oui les mails, alors que c'est un peu la partie émergée de l'iceberg. C'est pas là que se situe l'enjeu, enfin pas que. Et en fait, le lien entre ça et le fait que moi, en tant que designer numérique, j'étais amené à créer des produits et services numériques. Je me disais comment est-ce que j'essaie de prendre en jeu tous ces impacts que j'ai réussi à peu près à comprendre, mais on continue encore aujourd'hui à se former, à se renseigner, parce que c'est un domaine qui est très vaste. Comment est-ce que ça, on l'intègre dans nos méthodes pour éviter au maximum de faire n'importe quoi, et surtout, très souvent, quand on se dit qu'on fait des projets de design et qu'on va essayer d'améliorer l'habitabilité du monde ou au moins de la maintenir, ce que dirait Alain Findeli, en fait, si on ne réfléchit pas aux impacts du numérique qu'on utilise en fait dans énormément de projets, finalement, c'est un petit peu contre-productif et on ne s'en rend même pas compte.
Mais je suis bien d'accord et je ne suis pas sûre encore si les gens se rendent compte à quel point il y a un impact par rapport au numérique. On en parlait encore aux nouvelles hier. Je ne sais pas si vous avez vu le petit reportage qu'il y avait en fin des nouvelles hier soir. Ils ont reparlé de quel était l'impact du numérique par rapport aux journaliers. C'était absolument incroyable. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais ça en tombait des nues. Bah, ce qui est bien, c'est que il y a 3 ans, typiquement, une émission comme ça était plus difficilement imaginable. Là, aujourd'hui, ça passe, Ah oui. ça passe sur des chaînes de télé ou des émissions de radio qui sont plus écoutées, donc c'est une bonne nouvelle. Donc c'est bien sensibiliser plutôt à titre de citoyen et de particulier, mais de là à vraiment sensibiliser les entreprises ou les assos même ou les collectivités, donc les organes publics, et vraiment d'intégrer ça dans leur méthode de réflexion. Il y a quand même pas mal de travail. Donc, et tout à l'heure, je vous écoutais quand vous disiez l'homme est fait pour innover. L'être humain aime innover. Il aime réfléchir toujours aux nouveautés, à tout ce qui se passe, etc. Alors je sais que c'est une question qui va créer un petit peu de dynamique, mais c'est vrai. Vous êtes d'accord, on a toujours besoin de rouler plus vite, on a besoin de voler, on a besoin de faire tout, on crée, là on est sur le métaverse. Alors ça me fait rire parce qu'il y a les entreprises qui parlent beaucoup de RSE et en même temps ils investissent je ne sais combien dans le métaverse. Et franchement, l'impact RSE sur le métaverse est énorme. Donc comment vous réagissez par rapport à tout ça ? Avant que vous répondiez, je voudrais juste... moi, j'interviendrai de temps en temps. Je vais te laisser mener vas-y. les choses. Antoinette, tu fais ça très très bien. Puis moi, de temps en temps, je viendrai mettre un petit peu de désordre. Il y a un 5e designer qui n'est pas là. Qui est entre toi, en fait, et Florian. C'est un designer fantôme qui aurait dû être là, en fait. C'est un designer dans les collectivités territoriales, designer de la puissance publique. Parce que là, il n'y a que des entreprises qui sont là, d'accord ? Et il manque un designer, c'est pour ça que je dis qu'il est entre toi et Florian, de l'intérêt général, par définition. Or, l'intérêt général, c'est grosso modo ce qui vous habite tous là, en fait. Et il y en a un qui n'est pas là, qui devrait être là, qui est le designer de l'intérêt général, par définition, par construction. Donc c'est un point sur lequel moi je reviendrai tout à l'heure, pour essayer de relier effectivement l'ensemble de vos réponses et finalement de vos engagements. C'est-à-dire finalement, qu'est-ce qu'il y a à dire ou à retirer de ce qui se passe dans les collectivités en ce qui concerne justement le design de politique publique, donc qui sont par définition des designs d'intérêt général. Vous voulez réagir par rapport à ça ? C'est une vaste question déjà, mais je pense qu'elle mériterait d'être probablement répondue par segment, parce que c'est quelque chose qui doit être traité, je pense, dans un ensemble. Mais c'est vrai que par contre l'intérêt général dans la notion elle est fondamentale, et je pense qu'elle ouvre aussi de nouveaux terrains au design qu'on avait moins avant, parce qu'on ouvre le spectre beaucoup plus large. Quand on pense au vivant, il y a encore quelques temps, le vivant c'était l'humain d'un côté et puis tous les autres de l'autre. Aujourd'hui, on essaye de concevoir des systèmes ou d'observer le design dans quelque chose qui est beaucoup plus systémique, en incluant le vivant et en mettant l'humain à l'intérieur du vivant et pas au-dessus ou à côté. Ce qui, je pense, est un acte d'humilité qu'on doit se forcer à avoir pour pouvoir concevoir des choses qui vont être plus durables. Pas durables dans le sens presque greenwashing du terme, mais dans le sens soutenable. Et je réagirai aussi très rapidement sur la notion du encore plus, de la, on va dire de la perception, l'innovation. Voilà, de l'innovation, en tout cas du besoin qu'a l'humain de réinventer les choses. Oui, il a certainement été orienté depuis des dizaines et des dizaines d'années vers une seule trajectoire qui était le plus. J'ai un écran d'une certaine taille, il me faut un écran d'une plus grande taille. J'ai une voiture d'une certaine puissance, il m'en faut encore une plus grosse, et ainsi de suite. Et ça pour, je pense, tous les éléments de nos vies de citoyens, de consommateurs. On est confronté à ça, on est dans cette machine-là. Aujourd'hui, on doit être dans le mieux. Et si on apporte plus de radicalité, on doit être dans le moins. Et donc le design, il répond à des tensions. C'est comme ça qu'on peut designer, c'est en identifiant des tensions. Et je trouve que les tensions actuelles, elles
elles sont redoutables, elles sont très challengeantes, mais elles offrent aussi des chantiers de réinvention qui sont pour le coup historiques. Et donc on est quand même à un moment, en étant optimiste, à un moment où tout peut être réinventé. Donc c'est aussi une opportunité de le faire correctement. D'autres réactions? Moi, peut-être juste pour compléter aussi sur le... Dominique, tu évoquais la notion d'intérêt général. J'ai lu récemment sur l'infolette de Vraiment, à laquelle je vous recommande vraiment de vous abonner d'ailleurs, si les sujets de design d'intérêt général vous intéressent, la remise en question de la notion d'intérêt général, puisqu'en fait, il commence un petit peu à la critiquer en disant intérêt général, c'est trop vaste, et ça dépolitise trop un sujet qui en fait peut être attaqué de plein de manières différentes en fonction de à qui on parle et d'où on parle. Ouais, c'est juste pour rebondir là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est que comme il y a aussi de plus en plus de designers dans le sujet de l'intérêt général, les notions inhérentes à ce secteur d'activité-là, entre guillemets, sont aussi de plus en plus discutées, et ça, c'est toujours un bénéfice pour, disons, la précision des réponses qui sont apportées aux problématiques de ce secteur. Et après, pour compléter sur l'innovation, moi, pareil, je ne crois pas qu'on est... Naturellement, je fais très attention à tout ce qui est naturalisé dans le discours ambiant, parce que c'est un petit peu un moyen de dire que c'est indiscutable et qu'on passe au sujet suivant. Je pense que ces notions d'accaparement, d'accumulation, etc., sont très culturelles, très contextuelles. D'ailleurs, ça fait 3 siècles qu'on a beaucoup de penseurs et de penseuses qui s'empilent pour le dire de plein de manières différentes et très complémentaires. Et donc, quelque part, c'est un petit peu défaitiste de se dire que l'humain suit naturellement une course à l'innovation qui est en fait juste une innovation pour elle-même et qui n'a pas réellement les pieds sur terre, disons, puisque ça voudrait presque dire qu'on ne peut pas faire autrement. Or, il y a quand même une énorme partie de l'histoire de l'humanité qui montre qu'on a pu faire autrement. Alors évidemment, avec des résultats plus ou moins intéressants, évidemment, mais ça veut dire qu'on peut faire autrement. Et s'organiser autrement pour répondre à un maximum de besoins, le plus équitablement possible et idéalement en gaspillant le moins de ressources possible. Parce qu'en fait, c'est beaucoup ça le problème aujourd'hui. Si encore notre système nous permettait de répartir équitablement, bon, à la limite, on pourrait en discuter autrement, mais là, c'est même pas le cas. Donc, on gaspille et en plus, on répartit mal. Et donc, le design doit se poser ces deux questions-là. Je suis bien d'accord, mais est-ce que c'est la réalité? La réalité, parce que on parle du numérique. Non, mais c'est vrai. Le dernier rapport du GIEC qui est sorti la semaine dernière, par exemple, qui remet encore le sujet sur la table en disant on est toujours autant dans la mouise, pour le dire poliment, et qui dit là il faut sérieusement, mais bon ça fait 15 ans qu'ils nous disent qu'il faut sérieusement qu'on se pose la question de réduire nos dépendances à énormément de ressources qu'on extrait, et qui montre bien que le modèle sociétal dans lequel on est engagé aujourd'hui et auquel on contribue, qu'on le veuille ou non, et nous aussi chez Contrôlé, c'est très clairement en travaillant sur des projets numériques, ça peut paraître très éloigné quand on est dans l'aspect très pragmatique et très précis d'un projet en particulier avec une collectivité par exemple, en fait si on continue à proposer de nouveaux services, etc., quoi qu'on fasse, on s'inscrit dans cette logique d'accumulation et d'empilement de techniques et de complexité. Et ça ne nous aide pas à en sortir. Eh oui, je suis bien d'accord. Non, mais c'est vrai qu'on parle du numérique. Aujourd'hui, on en est au balbutiement. On n'arrête pas d'avancer sur des nouveaux systèmes, etc. On parle de l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça va nous apporter par rapport à notre façon de réfléchir? Est-ce que ça va nous faciliter ou pas? Comment l'utiliser? Donc, je joue l'avocat du diable. Hein. Ça ne veut pas dire que j'y crois. Hein. Je le dis, mais c'est quand même vrai qu'on est quand même face à des gens qui innovent, qui réfléchissent, qui avancent. Google est en train de réfléchir comment on peut éviter la mort, comment est-ce qu'on peut... Je veux dire, c'est vrai, il continuera toujours de vouloir évoluer et pas nécessairement toujours dans le bon sens, je suis d'accord. Mais comment est-ce que le design, et je crois que vous jouez un rôle par rapport à ça, parce que vous essayez, quand vous réfléchissez à tout ce qui est numérique, de réduire le maximum l'impact. Pas évident, pas évident. C'est sûr. Peut-être oui, il y a d'autres sujets que le numérique d'ailleurs. Non, mais le numérique, c'est celui qui est en train d'avancer le plus vite aujourd'hui et où les changements sont journaliers. En termes de produits, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, moi, je vais pas trop rentrer dans le sujet du numérique parce que je pense que tu feras ça mieux que moi. Et c'est vrai que je pense que l'être humain, il est vraiment créatif par nature parce qu'on a quand même créé des choses incroyables en toutes ces milliers d'années d'existence. Après,
Ça rejoint aussi un petit peu ta question sur cette question d'intérêt général. Je pense que c'est vraiment aussi un modèle auquel on a envie d'adhérer. Et toutes ces choses-là que tu décris, c'est vraiment un modèle auquel moi je n'adhère pas du tout, et c'est pas du tout ce vers quoi j'ai envie de prôner. Et je pense que voilà, ça fait même plus de 60 ans que voilà, depuis les années 70, avec les 30 Glorieuses, on a vu cette explosion de confort et de course à l'innovation, parce qu'on s'est dit qu'il y avait un potentiel incroyable, et ça coïncide en fait au moment où on s'est rendu compte de la limitation de nos ressources et de la limitation de notre planète aussi. Donc en fait, il y a un peu les deux qui avancent en parallèle, ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut plus se permettre de se dire oui, mais en fait on est un peu lent, on savait pas tout. En fait si, ça fait un petit moment déjà qu'on le sait et qu'on le dit, mais ça devient de plus en plus documenté, de plus en plus chiffré. Donc effectivement, maintenant que la transformation est plus difficile, maintenant qu'en fait la machine elle est lancée à pleine vitesse, et je pense que c'est ça qui est le plus difficile dans l'histoire, c'est de se dire ok, on a pris une fusée, on est parti direct quoi, en mode genre ouais c'est trop bien, on va faire ça, et pendant qu'on était en train d'appuyer sur le lancement de la fusée, il y avait des gars derrière qui étaient en mode genre attendez, je pense que c'est pas une bonne idée, parce qu'en fait en fait, les ressources sont limitées sur notre planète. Donc je pense que c'est un peu ce différentiel de rythme qui fait qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit de plus en plus ambitieux, de plus en plus fort dans ce qu'on a envie de faire et dans le message qu'on a envie de porter. Je pense qu'aujourd'hui, c'est notre individualité et notre responsabilité individuelle qui aujourd'hui nous fait penser à cet intérêt général, cet intérêt collectif. Et c'est par ces individualités-là qu'on va construire cette image qu'on a envie d'atteindre en collectif. Mais du coup, il y a un peu les deux échelles forcément qui se recoupent. Individualité qui consciemment participe à des projets collectifs. Ça. Parce que sinon, ça ne repose que sur la bonne volonté des individus, alors qu'en fait, il y a quelque chose qui est plus grand que les individus. C'est le projet, autre nom du design. Hein, et c'est ça, en fait, qui fait que les individus, consciemment, en tant qu'individus, s'inscrivent dans des projets. Mais il faut qu'il y ait le projet, parce que sans projet, le talent des individus, il ne sert à rien, en fait. Hein, c'est un jeu à somme nulle à la fin. Kulven. Ouais, alors sur les deux sujets qui sont assez liés, alors les trois sujets, je pense qu'il y a le numérique, il y a l'intérêt général et il y a la vocation de l'humain à être, alors ce que tu appelles l'innovation, à être créatif, qu'on pourrait résumer par vouloir plus. C'est encore autre chose que l'innovation. Ouais. Alors, oui, je ne pense pas que ce soit systématiquement plus. Je pense que c'est tout simplement j'ai une idée géniale, je veux la mettre en œuvre, ça va nous faire avancer plus vite par rapport à certaines choses. L'intelligence artificielle en fait partie. Hein. C'est pas une question de plus, c'est une question de comment être mieux aidé par rapport à certaines choses, etc. etc. Mais ce sont des inventions, donc créativité. Là-dessus, je pense qu'il y a une image qui est assez parlante, hein, c'est ce qu'on appelle l'effet cliquet. C'est-à-dire que dès qu'on a franchi un cap de confort, d'habitude, voire de dépendance, on n'arrive plus à mettre l'engrenage dans l'autre sens, on n'arrive plus à revenir en arrière. Et je pense qu'en fait, c'est un faux effet cliquet. Ce qu'il nous faut, par contre, et je te rejoins, tu parles de projet, moi je vais parler de récits, y compris de récits politiques. Alors là, alors est-ce qu'on est encore dans le design ? En même temps, le design, il est capable d'aider ça. Alors là, en ce moment, on a deux récits qui s'affrontent. On a des gens qui font, à mon avis, à très juste titre, la grève, qui font des manifestations contre une réforme des retraites. On en a d'autres qui ont été dire symboliquement que l'eau n'était pas forcément un bien privé et qu'en face, on a eu des armées pour protéger un trou. Tout ça, on voit bien que ce sont des récits qui sont quand même assez mortifères, assez destructeurs, en disant mais il faut absolument continuer ça, on ne peut pas faire autrement. Il y a le côté on ne peut pas faire autrement. Pour moi, et c'est là où on rejoint l'intérêt général, tu parlais, Dominique, du designer qui me manquait. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui bossaient dans des boîtes privées, qui faisaient pas mal de trucs, qui se sont inscrits à la DINUM dans les programmes de designers d'intérêt général, Exactement, ils existent. Je trouve que c'est un chouette truc, en fait, très clairement. Alors après, c'est souvent très focalisé sur du numérique et de la numérisation, avec les effets qu'on connaît de dire, oui, l'accès au numérique, il est assez inégal. Il y a de l'accessibilité, il y a des déserts numériques. N'empêche que il faut choisir ses récits, en fait.
Moi, je suis parent, je pense que ces récits qu'on se dit il faut avoir du métaverse, de Google et tout, enfin, ça parle absolument pas à mes enfants, en fait. Donc, peut-être les nouvelles générations vont changer de récit. Je suis persuadée que les nouvelles générations vont nous changer la vie. Hein. C'est mes gamins qui m'expliquent ce qu'il faut faire dans le tri. Moi, je rajouterais à la fois une question et un commentaire à ta provocation, en fait, Antoinette, sur... Mais je ne suis pas provocatrice. Mais c'est sur l'homme innove, l'homme crée, l'homme avance, etc. Ce qui est vrai. Hein. C'est-à-dire, on peut raconter les choses comme ça, mais je pense qu'on va rentrer dans une période, et je pense d'une certaine manière, vous faites ça, mais j'aimerais savoir comment. C'est non pas ce qu'on décide, ce qu'on peut faire, mais ce qu'on va décider, ce qu'on ne va plus faire. D'accord ? Ce qui est le plus compliqué, parce que c'est tellement tentant de céder aux ivresses numériques, quantiques, que sais-je, parce que c'est une sorte de trou noir qui nous attire tous. Qu'est-ce qu'il y a derrière cet horizon ? On va aller voir, d'accord ? Or, en fait, on en arrive à une situation telle aujourd'hui que on sait qu'il va falloir arrêter de faire des choses, non pas faire des choses, mais arrêter. Ou alors, face à un choix, on fait ou on ne fait pas. Et pas parce qu'on peut le faire, on va le faire. Et donc, j'aimerais savoir dans quelle mesure, quelle est la part de vos décisions de ne pas faire, plutôt que décisions de faire, entre dans votre travail. Qui va répondre ? Gaël, tiens. Je m'y colle. Déjà, on peut déjà se déterminer des critères pour savoir ce qu'on ne va pas faire. Nous, on en a 4 qu'on a appelés des principes éthiques, qui proviennent notamment des principes régénératifs. Préserver la planète, prendre soin de l'humain, fixer les limites et partager les surplus. Ça, c'est des principes qui sont très théoriques, mais qui nous permettent au moins d'avoir une forme d'étoile du Nord, quelque chose qui va de manière encore aujourd'hui très floue et très prospective, nous donner des premiers critères de lecture. Il y a des secteurs dans lesquels nous, en tant que designers, on n'ira pas, que ce soit le secteur du tabac, de l'armement, enfin bref, des choses qui sont, on va dire, naturellement plus extrêmes et qui sont destructrices. Et ensuite, on va surtout échanger et comprendre la culture des interlocuteurs avec lesquels on va travailler. Ça veut dire qu'on peut avoir à la fois le meilleur récit, un leadership d'ambassadeurs incroyablement influents qui vont proposer justement un message qui va être vertueux, qui va aller dans le sens de ce qu'on veut faire. Si on n'a pas les interlocuteurs du projet, et donc ceux qui sont avec nous à la barre du projet et qui sont aussi investis, aussi convaincus de ces critères-là en amont, on sait que ça ne fonctionnera pas. Et puis comme je pense toute entreprise ou même tout humain, on est bourré de schizophrénie, donc soit on se met en révolution, soit on se met en transition. Moi, il y a des matins, j'ai envie d'être un révolutionnaire, j'ai envie de tout péter, et puis le lendemain, je me rappelle que pareil, je suis le papa d'un petit garçon, que si jamais je mets mon entreprise en révolution, je licencie la moitié des gens, que eux aussi ils attendent de moi et du collectif de maintenir une forme de sécurité et de transition. Donc c'est un subtil mélange de radicalité. Où est-ce qu'on pose sa radicalité ? Il y a des sujets sur lesquels on la pose de manière complètement extrême, parce qu'on est en position de pouvoir le faire. On est en position aussi de mettre nos interlocuteurs dans cette intention-là. Et il y en a d'autres dans lesquels on joue à un jeu plus long, qui peut être vicieux parce qu'on peut se prendre à notre propre jeu, à savoir être manipulé par les organisations pour lesquelles on va pouvoir travailler ou par les projets individuels de nos interlocutrices et interlocuteurs qui nous vendent des choses, et nous, designers, nous, penseurs, on s'imagine l'idéal qu'on aimerait réaliser avec eux. Il s'avère qu'en fait, c'est un cinquième, un dixième, un centième de ce qu'on avait imaginé au départ qui s'avère être réellement réalisé. Donc pour moi, le premier élément qui me permet en tout cas et qui nous permet en tant que designer dans notre agence de savoir comment est-ce qu'on va avancer, c'est de se déterminer les zones d'impact et de déterminer comment est-ce qu'on va les mesurer. Et tout ce qui est par exemple one shot, on va faire un coup là comme ça, on va juste essayer, on va tenter quelque chose et qu'il n'y a pas une résonance, qu'il n'y a pas une articulation avec une stratégie qui s'inscrit dans le long terme. C'est des choses sur lesquelles on n'a pas beaucoup
d'intérêt d'y aller parce qu'en fait, elles n'auront pas la résonance qu'on souhaite apporter auprès de nos parties prenantes. Question qui est relative à ça. Que vous demandent les entreprises ? Alors, elles demandent plein de choses. Elles nous demandent déjà de les comprendre presque mieux qu'elles se comprennent elles-mêmes. Oui, ça, j'imagine. Donc, ça nous nécessite d'être un peu experts en tout, ce qui a été, je pense, une surpromesse pendant des années dans nos métiers. Hein. Le matin, on bosse pour la mobilité. L'après-midi, on bosse pour de l'agroécologie. Et puis, le soir, on bosse pour de la tech du futur. Bref, on est experts de tout. Je pense qu'aujourd'hui, on a vite compris qu'il fallait surtout s'entourer d'experts. Mais nos interlocuteurs avec lesquels on travaille, indépendamment de la forme du sujet qui nous demande d'adresser, que ce soit une plateforme de marque, un logo, un produit, un lieu, que sais-je, ils cherchent surtout à trouver un moyen de nourrir le narratif, et s'il n'existe pas, à trouver le narratif qui va justement être le ciment pour que cette entreprise et cette activité perdurent. Parce qu'aujourd'hui, sans ces narratifs-là, c'est un peu des entités vivantes qui vont un petit peu dans tous les sens. C'est souvent là où la finance et le retour sur investissement est le plus palpable. Mais elles sont toutes en recherche de sens, en quête de sens. Et finalement, c'est souvent ce sens-là qui revient un petit peu au centre du sujet, que ce soit la raison d'être, que ce soit la stratégie d'impact, que ce soit les piliers d'engagement, que ce soit les ambassadeurs dans les entreprises. Et après, tout ça, ça se cristallise par plein d'objets, par plein de produits, par plein de solutions, mais c'est souvent ça qu'on nous demande, si jamais je devais le résumer, en fait. Parce que tout à l'heure, Dominique, tu parlais effectivement de projets, et tu as tout à fait répondu en disant que si tu n'as pas les gens derrière ce projet, c'est pas possible. Des deux côtés, d'ailleurs. Du côté design et du côté... parce que de toute façon, c'est qu'une seule équipe. Mais aujourd'hui, on ne peut pas internaliser toutes les expertises, on ne peut pas arriver seul à résoudre un problème, il faut s'entourer. La notion d'écosystème, elle est fondamentale pour justement s'entourer de tous les experts. On y reviendra tout à l'heure avec le lien que Pixelis a avec Control S notamment, mais c'est justement la capacité d'agréger toutes les expertises, toutes les pensées et tous les regards et toutes les compétences d'un sujet. Le designer, lui, il est capable d'orchestrer ça pour justement répondre à un système complexe. Si tous les membres de l'entreprise sont derrière. Si on a suffisamment d'ambassadeurs pour pouvoir faire pivoter l'entreprise. Il n'y a pas besoin d'avoir tout le monde, il faut avoir justement les bons ambassadeurs. Et il a été prouvé qu'il n'y a pas besoin d'avoir 100% des gens convaincus pour pouvoir le changer. Il faut Et est-ce qu'ils sont prêts à investir dans le changement ? Pour certaines, de plus en plus. Vous sentez qu'il y a un vrai mouvement par rapport à ça ? Oui, il y a un mouvement. Après, à nous aussi, derrière, de montrer l'intention, et puis, j'ai envie de dire, au-delà du mandat de notre prescripteur, hein, qui est une personne avec un poste, avec un objectif individuel aussi, de le mettre en perspective de quelque chose qui est plus grand. Donc la discussion de parler d'un terrain commun, de parler d'un terrain d'impact dans lequel on va s'engager, nous, avec nos interlocuteurs, est fondamentale. Nous, chez Pixelis, c'est ce qu'on appelle un contrat moral. Ça ne se signe pas. C'est juste quelque chose qu'on se dit. On se dit, est-ce qu'on a envie d'aller vers là ensemble ? Et en général, souvent, quand on le fait, ça nous aide à avancer beaucoup plus vite. Et la Maïf ? On a ces vrais sujets. Dans ce genre d'entreprise, on fait des plans stratégiques. En général, ça dure 3 ans, sur lesquels on engage un certain nombre de choses. Moi, je suis arrivé en 2018. Je suis arrivé à la fin d'un plan stratégique qui était... j'espère que je ne vais pas me faire gronder en disant ça. Non, qui était franchement, on ouvre les chakras. C'est-à-dire qu'on avait créé beaucoup de petits projets un peu one-shot, justement, qui avaient leur propre site internet, leur propre modèle économique, leur propre charte graphique, etc. En disant, innovons, voyons voir ce qu'on en récupère sur plein de sujets, en fait. Y compris des choses assez loin de l'assurance. Ensuite, on a eu un plan stratégique de rationalisation. C'était, la fête est finie, un petit peu. On a essayé de rapatrier ce qui avait marché, ce qui avait plus ou moins marché. Et quand on doit faire ça, en fait, ça oblige à penser en risque à ne pas faire. C'est-à-dire, en vrai, souvent, les designers connaissent très bien ça. On est amoureux de notre sujet.
Les décisionnaires aussi, qui ont mis un nom, qu'on dit « Ah oui, c'est le projet de telle personne ». C'est très compliqué de renoncer, dire « Non, mais quand même, c'est dommage, hein, on a beaucoup investi là-dedans ». Il y a souvent ça. Donc moi, une de mes fiertés, c'est parfois effectivement d'avoir réussi à faire arrêter des services. Alors pas tout seul, mais pas avec des arguments d'autorité, avec des chiffres en fait, en disant là aujourd'hui, ce site-là ou ce service-là ou cette application mobile-là, on la maintient, ça coûte de temps, ça nécessite du temps, du coup on la maintient pas très bien, donc du coup elle est exposée à des risques aussi, y compris des risques de sécurité. On a très peu d'utilisateurs, du coup on n'a pas une bonne note, ça renvoie pas une bonne image, en fait il vaut mieux arrêter. Il vaut mieux arrêter, qu'est-ce qu'on a appris dessus, on le récupère. Mais c'est essayer d'avoir cette pratique un peu permaculture en disant si ça pousse pas, on arrête d'en rajouter par-dessus, quoi. Voilà. Ouais, déjà, c'est un grand pas en avant, ça, parce qu'il y en a peu, une fois qu'ils ont investi, on tient. Ça m'amène un petit peu à toi, Florian, par rapport à l'impact du numérique. Comment est-ce que tu arrives à persuader les entreprises à baisser, à enlever des pages, à vraiment ne pas mettre du mouvement sur son site si ce n'est pas nécessaire? Comment tu fais? Alors, ça dépend de qui on a en face, et je pense, pour rebondir sur ce qui a été dit juste avant, effectivement, ça dépend vraiment de l'interlocuteur ou de l'interlocutrice, de à quel point, de où cette personne-là se trouve dans la hiérarchie du partenaire ou du client, et puis aussi avec quelle volonté personnelle cette personne-là se met derrière ce projet, et à quel point est-ce qu'elle est prête à risquer aussi peut-être sa crédibilité, sa position. Je pense peut-être pas à ce point-là, quoique ça pourrait arriver. Mais en fait, par exemple, le premier enjeu, en fait, c'est de présenter d'abord les chiffres. Donc de dire, voilà, le numérique aujourd'hui, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre, c'est 2 fois l'aviation civile. Le numérique, c'est quoi? Il y a une énorme infrastructure derrière. On extrait des minerais dans des conditions qui sont proches de l'esclavage, voire qui sont effectivement de l'esclavage, sous contrôle de bandes armées. Derrière, c'est raffiné dans des conditions très opaques. Derrière, c'est assemblé dans des conditions très opaques, qui génèrent des soulèvements tous les 3 mois, souvent dans des usines en Chine, mais pas que. Derrière, quand ça revient chez nous, tout bien packagé, tout bien tout beau, avec une super expérience d'allumage, en fait, les services qu'on installe dessus, parfois, ils reposent aussi sur des gens qui sont exploités ici même. Et ensuite, une fois qu'on s'en est servi beaucoup trop peu de ces appareils, donc ordinateur, téléphone, ce qu'on veut, ça repart à la poubelle, et il n'y en a que 17% qui est recyclé à l'échelle mondiale. Et ce chiffre-là, quand vous leur avez dit tout ça... Bah là déjà ça fait un peu la tronche en face, parce que les gens disent mais attendez, le numérique, comment ça se fait? Moi je pensais que c'était immatériel. Non, ça ne l'est pas, c'est une industrie, c'est une infrastructure, c'est des chaînes de valeur, et qui applique des logiques qui existent dans les autres industries aussi. En fait, c'est ça qu'il faut bien voir derrière. C'est pas juste une espèce de machin immatériel, c'est pas parce qu'on parle de cloud qu'il y a effectivement un cloud, c'est des grosses commodes en béton. En fait, on a juste délocalisé nos affaires ailleurs, dans des commodes qui, elles, consomment de l'électricité, alors que les commodes en bois, elles ne consommaient pas d'électricité, d'ailleurs. Mais donc déjà, on présente ça, en fait. On dit le numérique, c'est un sujet matériel. Et après, on dit, bon, bah, en fait, alors, en fonction de la situation, quand on parle en émissions de gaz à effet de serre, aujourd'hui, on considère qu'en Europe, avec le mix électrique de l'Europe, donc ce que ça consomme de produire 1 kWh d'électricité, le bilan environnemental d'un téléphone, par exemple, c'est à 80% à la production. Alors, c'est des chiffres qui peuvent évoluer, mais parce qu'en fait, c'est surtout là qu'il y a des phases très polluantes et très intenses en énergie, en eau polluée, etc. Et qu'ensuite, en fait, de les recharger, ça consomme un petit peu d'électricité, mais c'est à la marge. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, presque, on pourrait, en disant ça, on pourrait dire, on s'en fiche de supprimer ses mails et on s'en fiche d'optimiser son site. Gardez vos ordi 15 ans, ça marchera mieux. Sauf que si on fait ça, en fait, on refuse de voir aussi la partie infrastructure, qui est elle, beaucoup plus difficile à avoir et qui pose là des questions on pourrait penser qu'elles sortent du design, mais par exemple des questions d'aménagement du territoire. C'est-à-dire comment est-ce qu'aux périphéries des grandes villes notamment, il y a énormément de nouveaux centres logistiques pour héberger des données, pour qu'en fait il y ait une latence réduite, etc. Et ça pose des gros enjeux d'artificialisation des sols, de consommation d'eau, enfin voilà. Et alors même qu'on a déjà des usages concurrents sur l'eau. Voilà, là, on empile encore des autres problématiques. Et en fait, ça, on peut le pousser très très loin. Et donc derrière, la difficulté, je pense que je l'évoquais tout à l'heure, c'est on est face à quelqu'un qui me dit, moi je veux juste réduire le temps de chargement de ma page web,
Alors, en l'occurrence, nous on fait assez peu de sites, c'est pas trop notre cœur d'activité, mais quand on en fait, c'est ça le sujet. Et en fait, vous me dites qu'il faut juste garder mon ordi plus longtemps, mais en fait, le lien entre appareil et logiciel, il est direct, puisque si on a des usages qui demandent beaucoup de performance, a priori, ça va encourager à de l'équipement plus performant, plus récent, et ensuite, ça encourage juste une spirale qui fait que, globalement, nos appareils, on les garde pas très longtemps, qu'ils sont les plus performants possibles, et dans ce domaine-là, la performance, c'est à l'appel à la miniaturisation, à la difficulté d'ouverture, à la difficulté d'entretien. Alors, donc, à part quelques entreprises, type Fairphone et autres, il y a Nokia aussi récemment qui a commencé à se mettre un peu sur le sujet pour les smartphones, qui ce serait peut-être bien, d'un point de vue marketing, qu'on fasse un téléphone réparable. Et j'ose espérer qu'il y a aussi des gens, effectivement des designers industriels chez eux qui se sont dit qu'il y a réellement un enjeu et qui se font un peu engueuler par leurs enfants à la maison, ou voire qui se sont sentis concernés eux-mêmes, qui se sont dit bon, effectivement, il faut qu'on pousse ce truc-là. Donc il y a des initiatives, mais en fait, il faut bien garder en tête que oui, c'est très bien de faire des sites les plus simples possibles, en fait surtout les plus accessibles possibles, parce que selon moi, en France, le problème d'accessibilité et d'exclusivité du numérique, il est plus immédiat que le problème environnemental. Ça ne veut pas dire qu'il faut le regarder tout seul, mais il y a 17 millions de personnes qui sont en situation d'électronisme partiel ou complet en France, c'est quand même énorme. Et parfois, ça veut dire qu'ils n'ont même pas accès à leurs droits et à leurs services publics de base. Donc ça, c'est quand même un enjeu assez direct. Et heureusement, il y a les designers d'intérêt général et beaucoup de la DINUM, la NCT, etc., qui travaillent sur ces logiques d'inclusion. Donc ça, c'est bien. Il faudrait que les boîtes privées s'en occupent un petit peu plus. Et plutôt que de faire des sites vitrines pour vendre des trucs pas forcément utiles. Moi, je caricature évidemment, mais il y a aussi un choix avec qui on travaille. Je pense pour compléter ce que disait Gaël tout à l'heure. Et aussi de prioriser un petit peu les enjeux, même si idéalement il faudrait les prendre tous en même temps, mais on ne va pas dire ça de la même manière à quelqu'un qui veut refaire son site et à quelqu'un qui veut refaire tous ses outils métiers pour améliorer sa productivité, par exemple. Margot, pardon, Dominique. J'allais justement poser une question à Margot, parce qu'on parle de numérique, donc d'immatériel. Donc notre monde, il est éminemment matériel, et peut-être même le salut, enfin notre condamnation comme notre salut peuvent venir du matériel. Et donc je me tourne vers toi. Je veux dire, maintenant, au-delà du numérique, sur les aspects matériels, et en particulier dans cette idée qu'on va probablement essayer de rapatrier un certain nombre de productions qui sont aujourd'hui très très loin, et qu'il va falloir les ramener le plus près de chez nous, si tant est qu'on les produise encore. Voilà. Dans ces cas-là, quel est, toi, ton métier, ta valeur ajoutée, ta vision aussi sur ces sujets-là qui sont vraiment, pour le coup, matériels. Ok. Je voulais rebondir, effectivement, les garçons, vous avez tous les trois parlé de mesurer quelque chose à un moment donné, et ça, c'est vraiment la base de la base, en tout cas chez MU. Nous, chez MU, on a la chance de travailler avec des ingénieurs environnementaux qui font ce qu'on appelle des analyses de cycle de vie. Donc, je sonde un petit peu le regard pour voir s'il y a des froncements de sourcils ou pas, mais en gros, c'est analyser l'impact environnemental, faire une photographie des impacts environnementaux, en fait, des objets et des services sur lesquels on travaille. Donc, outre le secteur, on regarde vraiment l'impact du produit ou du service vraiment précisément en tant que tel, dans sa spécificité au total. Et donc, on va regarder effectivement d'où viennent les matières premières, où est-ce que c'est fabriqué, comment est-ce que c'est transporté, c'est quoi tous les systèmes produits dont on a besoin, qu'est-ce qui se passe aussi en phase d'utilisation, est-ce qu'il y a besoin effectivement de ressources particulières pour que ça puisse être maintenu tout au long de sa durée de vie. Et à la fin, parce qu'effectivement, à la fin, ça deviendra forcément un déchet, qu'est-ce qui se passe aussi en fin de vie. Et donc, en fait, cette analyse de cycle de vie, ça nous permet d'avoir la photographie environnementale de quoi on parle. Et déjà, pour réduire l'impact environnemental de quelque chose, il faut savoir c'est quoi son impact. Et ça nous permet de prioriser, est-ce que c'est le changement climatique, est-ce que c'est l'eutrophisation des eaux douces, est-ce que c'est les radiations ionisantes, quel est l'indicateur environnemental là où il y a vraiment la priorité d'impact. Et quand on veut faire de l'éco-conception, il faut aller là où ça fait mal, il faut aller là où il y a vraiment le plus d'impact. Si on veut travailler et mettre beaucoup d'énergie pour réduire un tout petit peu le changement climatique, parce que le changement climatique c'est très important, mais on met beaucoup d'énergie pour gagner quelques pourcents, on passe à côté quand même de quelque chose. Donc en fait, avoir vraiment cette mise à plat et cette compréhension des impacts, c'est vraiment la première chose. Et c'est d'ailleurs un des principes d'éco-conception. Cycle de vie, système produit, approche multicritères et services rendus. C'est vraiment les 4 principes clés d'éco-conception. Et on a la chance chez MU d'avoir effectivement ces ingénieurs environnement qui existent, qui nous permettent de mesurer ces impacts-là, de savoir de quoi est-ce qu'on part,
ensuite de faire notre travail de design et de mesurer effectivement les gains potentiels qu'il y a entre l'image de départ et l'image intermédiaire ou l'image finale, et de se donner des objectifs, de se donner une ambition, de dire je veux réduire par 2, par 3, par 4 cet impact, et ça nous permet justement de savoir quoi faire et quoi ne pas faire. Si on veut aller jusqu'à tel objectif, à un moment donné, il ne va pas juste falloir faire les petites actions qui sont jolies, toutes belles, mais il va falloir un petit peu se retrousser les manches et puis aller un petit peu dans le cœur du sujet et se donner un plan. Et de se dire peut-être qu'on ne peut pas tout faire aujourd'hui parce que ça coûte un petit peu cher et que ça nécessite des investissements, mais on va commencer par ça. Ça nous permet d'ores et déjà d'investir pour avoir les bénéfices plus tard. Donc de faire ce plan-là. Et la mesure, pour nous, c'est vraiment un outil qui est indispensable. Et pour tous les designers qui ne savent pas faire d'analyse de cycle de vie, il y a des outils qui se développent vraiment de plus en plus, qui sont soit très simplifiés, soit plus ou moins complexes. Il faut y aller. Il faut rentrer dans l'art pour comprendre de quoi on parle et s'accompagner, parce que sinon, effectivement, on peut... Quand je pose la question à mes étudiants, à votre avis sur ce produit, qu'est-ce qui a de l'impact? Ils se disent, ah oui, mais les matières, c'est important, le transport, c'est important, parce que tout a de l'impact, en fait. Et nous, notre job, c'est de faire en sorte qu'il en ait le moins possible. En tout cas, on fait de notre mieux. Et pour répondre à ta question, effectivement, par exemple, la relocalisation en Europe ou ce genre de choses, ça peut faire partie des chantiers. Si on voit qu'il y a un enjeu particulièrement fort et que ça fait sens aussi pour le projet de relocaliser, on vérifie que c'est OK et que ça fait sens de le faire, et aussi comment est-ce qu'on le fait. On ne conçoit pas un produit de la même manière si c'est fabriqué en Chine que si c'est fabriqué en France, parce que les coûts ne sont pas les mêmes, et donc ça permet encore une fois de mettre de l'intelligence dans tout ça. Je sais qu'on a travaillé pas mal avec des entreprises, par exemple l'Uni qui fait une fabrique à histoire c'est vrai, voilà, qui était fabriqué en Chine, et on a travaillé avec eux pour la relocalisation en France en particulier, en tout cas mesurer qu'il y avait effectivement un intérêt environnemental à faire ce rapatriement, et ils ont travaillé aussi avec un bureau d'études techniques pour vraiment repenser l'assemblage, repenser les pièces pour que d'un point de vue coût ça ne se répercute pas, et qu'en fait une conception relocalisée, c'est une conception qui est mieux pensée aussi, qui est plus adaptée, et donc ça permet d'avoir cette vision systémique qui du coup est vachement intéressante. Ça fait sens pour nous en tant que concepteurs de mettre sur le marché des choses qui sont quand même bien pensées et qui permettent d'aller jusqu'au bout de la démarche, un peu en quelque sorte. C'est le retour du design industriel. Exactement. Donner du sens un peu à ce qu'on fait. Goulven ? Je pourrais rebondir là-dessus parce que j'ai un exemple. La Maïf a voulu prendre le sujet de l'éco-conception sur une offre d'assurance. Autant sur du matériel, effectivement, le cycle de vie du produit, alors c'est très compliqué à calculer, mais on voit à peu près comment faire. Et sur du service, c'est très, très complexe parce qu'il y a une part justement de choses flottantes. Et c'était sur l'offre mobilité, donc l'assurance voiture, vélo, tout ce qui se déplace. Et ils ont essayé de faire les choses très très sérieusement en demandant justement à des cabinets d'ingénieurs de faire le calcul de tout le cycle de vie d'un produit d'assurance. Et ils en sont arrivés à la conclusion que ce qui avait un impact vraiment néfaste, environnemental et carbone, c'était quand la voiture avait un accident. Et que nous, du coup, on réparait, enfin on faisait réparer, on remboursait. Ça représente 93% de l'impact. Ça veut dire que si on réfléchit en termes de comment on peut faire en tant que designer pour éventuellement que le parcours sur le web pour souscrire ou que les flyers qu'on va envoyer ne soient pas trop chargés avec du papier recyclé, on est sur les 7%. En fait, c'est complètement dérisoire. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Donc, du coup, c'est là où le modèle de pensée du designer peut être utile. En tout cas, c'est comme ça qu'il doit penser. C'est de se dire, en fait, on a un vrai sujet de prévention. C'est-à-dire qu'il faudrait que les gens n'aient pas d'accident de voiture. On n'est pas dans la voiture avec eux. Mais ça veut dire que, clairement, il faut agir là-dessus. Et ensuite, on a agi sur un truc un peu plus résiduel aussi en termes de chiffres, mais c'est symboliquement assez fort. C'est de dire, OK, la bagnole elle s'est fait casser une portière. On va proposer une pièce de réemploi, c'est-à-dire plutôt que de remplacer avec du neuf, on va remplacer avec de l'occasion, parce que bon, c'est une portière de voiture, quoi. C'est pas très grave. Voilà. Mais tous les clients ne veulent pas. Oui, c'est un aspect qui doit être très très important, parce que vous parlez d'accidents de voiture, mais c'est tous les autres problèmes qu'il y a pour lesquels on est assuré, sur lesquels vous pouvez certainement jouer un rôle.
Oui, merci pour cette transition. Non, c'est vrai qu'actuellement, alors, on travaille sur l'habitation. Il y a des zones où il ne faudrait plus construire de maisons parce que ça va être inondé, ou alors on est sur de l'argile, ou alors on est à côté de zones sismiques. Donc on le sait. Est-ce qu'on va dire aux gens, on ne vous assure plus? Il y a des assurances qui le font de plus en plus. Ou est-ce qu'on va trouver des solutions, là encore, d'accompagnement, de prévention, et ça revient à nos histoires d'intérêt général et d'électronisme. C'est-à-dire que clairement, aujourd'hui, il y a beaucoup d'aides publiques pour faire des aménagements sur l'inondation, alors ce qu'on appelle des bâtards d'eau, des systèmes, en fait, pour accéder à ces aides, c'est très compliqué, c'est très administratif. Donc, il y a une remédiation à faire pour que les gens puissent accéder aux aides. Alors nous, la Maïf, on ne va pas le faire tout seul, on va avoir des partenariats, mais on réfléchit, et c'est un des sujets sur lesquels je bosse maintenant en tant que designer de service, comment on peut accompagner les gens pour qu'ils accèdent à ce droit-là, plutôt que de leur dire on ne vous assure pas ou on ne vous assure plus. Voilà. Et qui est malheureusement souvent la question. Je n'ai pas, quand j'ai fait l'introduction, je n'ai pas demandé aux personnes qui sont dans la salle de poser des questions, parce que moi, je peux en poser pendant toute l'après-midi, hein. Mais ce serait intéressant quand même d'avoir vos questions, surtout que vous êtes des jeunes diplômés. Une des questions que je vais poser aux 4, même aux 5, c'est des conseils par rapport à tout ce qui est RSE, parce que si vous êtes là aujourd'hui, je présume que c'est aussi parce que vous aimeriez travailler de ce côté-là. Quels sont les conseils que vous pourriez donner aux jeunes aujourd'hui pour intégrer ces sociétés-là, qui ont vraiment une réflexion RSE? Et quand je t'entends, Goulven, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a tout un domaine auquel on ne pense pas nécessairement, où on peut éventuellement créer des choses pour avancer par rapport à ça. Tu veux réagir ? Rapidement, parce que je ne veux pas monopoliser la parole du coup, mais oui, il faut absolument réfléchir à ce que le design occupe des angles morts, en fait, dans la conception. Le design, il est visuel, mais pas que. L'expérience, c'est à plein d'endroits. Voilà. Et il faut être innovant. Moi, avant de passer le micro à la salle, j'ai une question à vous poser, parce que dans la salle, il y a plein d'étudiants, mais il y a aussi des représentants des écoles. Et vous sortez tous d'école, alors certains depuis plus longtemps, et d'autres récemment. Les écoles, elles sont nées dans un siècle où on pensait qu'il n'y avait pas de limite. Vous êtes sortis d'ailleurs, pour certains, à ce moment où on pensait encore, pour certains en tout cas, qu'il n'y avait pas de limite. Dans quelle mesure les écoles sont prêtes à la révolution nécessaire, ou la transition, les deux évidemment, l'état superposé, révolution, transition. Qu'est-ce qu'il faudrait que les écoles fassent? Qu'est-ce qu'il faudrait que les écoles ne fassent plus? Dans quelle mesure, comment armer les écoles de design, et plus généralement les écoles d'ailleurs, pour que le groupe de 4 se transforme en groupe de 1000, de 2000, 3000, 4000, 5000, enfin que ça devienne majoritaire, qu'en fait que tout le monde soit formé de telle manière à pouvoir s'inscrire dans des démarches, je veux dire comme ça, d'intérêt général, hein, avec des guillemets, pour toi Florian, mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à bien des égards, les formations prodiguées, que ce soit dans les écoles d'ingénieurs et même les écoles de design, sont encore construites sur un modèle de société qui est un modèle industriel ou de consommation. Alors, je peux proposer mes éléments de réponse. Après, je laisserai mes camarades aussi compléter. Je pense que le monde d'avant, en tout cas, il est très siloté. Je pense que le sujet, c'est qu'on a tendance à nous mettre nous-mêmes un peu dans des couloirs, où les organisations elles-mêmes se mettent elles-mêmes dans des couloirs d'expertise, de territoire d'application, bref, que sais-je. Mais en fait, ces silos-là, ils ont garanti de mesurer correctement le parcours d'un individu, de mesurer sa performance, bref, tout ça on sait.
Et pour moi, les écoles, ou en tout cas le système apprenant, doit faire tomber ses murs et doit se désiloter. Et c'est la même chose pour les entreprises. C'est ce qu'on dit aussi. Je pense que ce qu'on est dans l'école n'est qu'une entreprise avant d'être ensuite des employés ou des entrepreneurs, mais c'est exactement les mêmes mécanismes et les mêmes fonctions. Et si l'école devient le laboratoire de l'entreprise de demain et pas le pôle d'apprentissage et de transmission qu'il a pu être ou qu'il est peut-être encore pour certaines écoles, je pense que ça créerait peut-être un petit peu plus de contexte pour celles et ceux qui sont en apprentissage, d'être très vite armés pour pouvoir faire bouger les organisations. Parce qu'en fait, elles arrivent presque déjà formatées dans les organisations qu'elles devraient déjà transformer. Alors aujourd'hui, ça change un peu plus, mais pour moi, il y a ce sujet-là. Le sujet de venir faire tomber les murs, de ne pas considérer qu'une école est juste une école. Une école, elle est dépendante de plein de choses tout autour de son environnement. Comment est-ce qu'elle l'absorbe, comment est-ce qu'elle a un rôle dans son quartier, comment est-ce qu'elle a un rôle justement dans toutes les strates culturelles ou sociales qu'elle peut toucher. Comment est-ce que son action perdure après même la venue de ses apprenants ou de ses enseignants. Bref, quelque chose qui est un petit peu plus poreux que ce qui peut exister aujourd'hui. Ce serait moi la chose que j'aimerais voir, en tout cas qui m'anime et qui m'anime aussi dans mon entreprise. Est-ce que vous intervenez dans les écoles? Absolument pas. Ah, ben je crois qu'il y a déjà une première chose à faire. Peut-être, oui. Non. Non, mais c'est sérieux. Oui. Je veux dire, Dominique, tu es quand même le mieux placé par rapport à ça. À quelle importance on peut donner aux personnes comme Gaëlle pour venir expliquer ce que c'est que le RSE dans les entreprises et de vraiment pouvoir donner l'enthousiasme, parce que c'est la première question que je voulais vous poser, mais en fait, vous avez tous répondu d'une façon ou d'une autre en disant pourquoi est-ce que vous êtes allés vers le RSE dans votre réflexion au niveau du boulot. C'est vraiment pourquoi, qu'est-ce que toutes ces personnes qui sont autour de la salle, pourquoi est-ce qu'ils iraient se spécialiser là-dedans? Qu'est-ce qui donne envie? Qu'est-ce qui donne cette passion? Alors je ferai un commentaire justement par rapport à ça. Je pense qu'il n'est plus question de spécialisation. Je pense que c'est comme des choses qui étaient en transition il y a 10 ans et qui étaient des émergences absolument remarquables. Le bio, par exemple. Demain, on n'appellera plus rien bio parce que tout devra l'être. En fait, c'est une norme. Et aujourd'hui, pour moi, c'est plus une spécialisation, c'est un requis, prérequis, une obligation. C'est presque le schéma directeur de toutes les pensées qu'on doit avoir. Et ces critères-là, aujourd'hui, nous, on est dans cette transition-là, on est en train de les apprendre. On reformate un peu nos logiciels. Pour les plus jeunes, c'est déjà programmé dans leur code, si je puis dire, si jamais je fais un petit peu de transhumanisme. Et donc pour moi, le sujet, c'est comment on accélère ça, comment est-ce qu'on le fait plus vite et comment est-ce qu'on l'intègre complètement, mais c'est plus une option. Oui, mais je suis d'accord. Mais tout le monde a envie, tout le monde a envie, et tout le monde le sent du fond de soi. Mais comment faire en sorte que ça devienne quand même quelque chose de naturel pour tout le monde? Et c'est là où on n'en est pas encore. Pourquoi? Parce que les entreprises ne le sont pas non plus. Hein. Donc ça va dans les deux sens. Oui, et d'où l'utilité d'être en réseau. Le mot écosystème, il paraît très pompeux, mais identifier les interlocuteurs, les interlocutrices qu'il y a autour de nous et qui avancent dans la même direction que nous, même si elles ne font pas le même métier, c'est déjà quelque chose qui est à la fois rassurant et qui nous donne le pouvoir de très vite se mettre en action. Si jamais on a une idée, une envie de faire quelque chose ou de bouger son organisation, son propre projet ou autre, on arrive plus facilement à s'enclencher si jamais on a déjà à peu près identifié les interlocuteurs qui vont nous aider à être dans ce succès, plutôt que de démarrer seul dans sa chambre ou quelque part en disant bon bah j'ai une super idée, c'est génial, mais face à ce tsunami de vent contraire, je ne ferai rien. Alors que si on est davantage en conscience qu'on est déjà rassemblés, si j'étais seul à porter ce message-là sur scène aujourd'hui, je me sentirais bien moins influent que si je n'étais pas entouré ici ou même avec la présence dans la salle. Et je pense qu'on se sentirait d'ailleurs beaucoup plus influent et bien plus concerné si la salle était pleine sur des sujets comme celui-là. Oh.
Non, Bon. c'est vrai, c'est important de se dire que. Mais je suis que c'est totalement en étant d'accord rassemblés- avec toi. C'est en étant rassemblés et nombreux et conscience de ce nombre et conscience de l'utilité de chacun qu'on va réussir à se mettre en action. Donc seul, oui, on peut avancer, mais on est dans un moment où il n'est plus question de faire seul et il faut faire avec les autres et en compréhension des besoins de l'autre. Marco. Plus vite, on va plus loin. Au truc du genre. Voilà, chez MU, on fait pas mal d'interventions dans les écoles. On fait pas mal de prosélytisme. On vient prêcher la bonne parole de l'éco-conception dans les écoles parce que c'est les étudiants qui vont ensuite travailler dans toutes les entreprises et qui ensuite vont faire en sorte que ça continue de bouger. Et je participe énormément parce que je travaille dans la partie aussi un peu recrutement dans ma boîte. Et donc je participe pas mal à des événements justement sur comment est-ce qu'on fait pour recruter ces jeunes. Et toutes les boîtes, elles sont toutes dans la panade. Elles se disent mais les jeunes, ils ont besoin, enfin là je dis les jeunes, mais bon, vous avez compris, besoin de ce projet, le côté RSE, cet engagement aussi de l'entreprise, ça devient une nécessité aussi pour attirer les nouvelles personnes qui vont arriver. Donc je sens qu'il y a quand même un truc qui va un petit peu se boucler la boucle. Et c'est vrai que moi, j'ai une grande satisfaction quand j'étais, il y a 10 ans, j'étais à l'école, l'éco-conception, j'avais aucun cours dessus et c'était vraiment en potassant et en faisant une boulimie d'informations de mon côté, comme un rat de bibliothèque, que j'ai appris tout ça. Et c'était très foisonnant, mais c'était un petit peu déstabilisant aussi. Et je me dis que d'aller dans les écoles pour justement offrir un cadre qui est un petit peu plus structuré et d'offrir aussi un peu plus de perspectives, c'est déjà aussi beaucoup plus rassurant, je trouve. Voilà, de pouvoir offrir cette respiration pour les étudiants qui le cherchent. Et moi, aujourd'hui, je suis ravie de voir les écoles là où j'ai étudié qui viennent nous voir pour nous dire en fait, c'est les étudiants qui nous bottent les fesses, qui nous apprennent des choses. Et du coup, il faut qu'on se mette à niveau. Et donc, aidez-nous à le faire, aidez-nous à structurer un programme, aidez-nous à programmer des interventions pour offrir cette information que les étudiants nous demandent. Et j'ai vraiment le sentiment, pour te rejoindre, qu'effectivement, il y a quand même un engouement des nouvelles générations qui est déjà comme un état de fait et que tout doit se structurer autour de ça, que ce soit l'entreprise, les écoles. Et du coup, j'ai bon espoir. Mais ça demande un peu de travail. Et Florian, tu es le plus jeune. Raconte, est-ce que dans tes études, tu étais bien confronté à ça ou pas? Non, pas du Non. tout assez. Et ça, c'est pas si longtemps. Non, je suis diplômé de mai 2021. Après, j'ai pas mal retardé, mais du coup, j'ai la chance de déjà enseigner à Strat et à Sciences Po. Et ce que je vois, c'est que pour nuancer un peu, tout le monde n'est pas prêt, tout le monde n'est pas passionné par le sujet. Là, on peut l'appeler RSE, de transition écologique, peu importe. Et tout le monde est loin d'être sérieusement formé sur le sujet. Et c'est valable, moi, pour ces deux écoles-là que je connais, y étant passé et enseignant, en fait, si les étudiants ont entendu parler des enjeux. Par contre, ceux qui sérieusement se sont un petit peu penchés sur la question, ne serait-ce que vis-à-vis de leur métier ou de leur futur métier, là, d'un coup, ça pêche sérieusement. C'est-à-dire que, par exemple, je sais qu'à Strat, et je sais que ce serait le cas partout ailleurs, c'est pas pour taper spécifiquement sur Strat, ce serait le cas partout. Quand je demande au début des cours, là, depuis l'an dernier, qui a entendu parler d'effets rebond, sur la classe, il y a peut-être une main ou deux qui se lèvent sur 10 ou 15 étudiants. Quand on dit bilan carbone un petit peu plus, quand on demande un petit peu c'est quoi les périmètres d'un bilan carbone, d'un coup il n'y a plus personne. Enfin pareil, dès qu'on rentre un petit peu dans l'aspect spécifique et technique de ces questions-là, qui sont des gros enjeux de compétences pour les entreprises et pour les collectivités et pour les organes gouvernementaux, enfin pour toutes les entités de la société. En fait, on parle beaucoup des entreprises, mais il n'y a pas que elles qui doivent se conforter aux enjeux, même si assez souvent c'est quand même celles qui s'en éloignent le plus, mais il y a un gros enjeu de compétences donc, qui n'est pas forcément réglé parce que les étudiants manquent encore beaucoup de formation sur le sujet. Moi, au même titre que Margot, c'était beaucoup d'auto-formation ou de formation professionnalisante sur des sujets spécifiques ou de décortiquage de rapports sur ce dont elle a parlé tout à l'heure en évoquant la méthode PEF par exemple, où il y a 16 indicateurs environnementaux, donc 15 plus celui du réchauffement climatique, donc le CO2 équivalent. Les 15 autres, personne n'entend. Enfin, si eutrophisation des eaux un petit peu, les autres, en fait, pareil, quand on évoque le sujet, personne n'est au courant qu'il y a autant d'indicateurs et que même eux, ils sont remis en question dans la communauté scientifique, etc. Enfin, voilà, dès qu'on rentre dans le détail, il n'y a plus grand monde. Et ensuite, et ça, c'est pas que pour le numérique, je pense qu'on ferait une erreur de considérer les jeunes dans leur ensemble, et ça fait hurler les sociologues en permanence quand ils sont invités à la radio. On leur dit, vous pensez quoi des jeunes? Et ils disent les jeunes, ça ne veut rien dire, c'est une catégorie juste pour dire rien de personne, en gros.
En fait, c'est quoi les jeunes dans les écoles privées de design issus de catégories supérieures versus les jeunes dans des territoires beaucoup plus à la périphérie des lieux de décision et des lieux de pouvoir avec des héritages familiaux beaucoup moins conséquents. C'est pas du tout les mêmes jeunes. Ils n'ont pas du tout le même bagage culturel. Ils n'ont pas le même habitus, quoi. Et c'est un petit peu trop facile de dire les jeunes, ils se projettent dans ces questions-là. Je pense qu'on court le risque de rendre cette question élitiste alors qu'elle ne doit surtout pas l'être. Surtout pas. Et même en la rendant élitiste, en fait, ça suffit pas à faire en sorte que dans cette élite, il y ait suffisamment de personnes qui soient vraiment calées sur les questions techniques ne serait-ce par exemple faire des analyses de cycle de vie. C'est pas normal qu'en école de design, on n'entende pas parler de ça. Donc il y a pas mal de boulot à faire par rapport à ça. Et puis tu donnes des cours, par contre. Ouais. Et même, c'est dans tout le bagage culturel aussi, sur avoir une histoire un petit peu critique du design, parce que on se raconte beaucoup d'histoires et on a beaucoup de récits assez flatteurs du design et de l'idée qu'on s'en fait. Quand on replace dans une histoire comparée un peu critique, on voit que le design, globalement, c'était plutôt un allié du consumérisme et du productivisme. Il y avait des gens qui n'étaient pas d'accord avec ça et qui disaient non, il ne faut pas, mais ils étaient plutôt dans les universités. Et ça aussi, c'est un héritage qu'il faut bien prendre en compte dans les manières de faire, dans les manières de produire et de concevoir. Et on ne peut pas l'ignorer, en fait. Et ça explique beaucoup de choses dans la manière dont, aujourd'hui, des méthodes un petit peu édulcorées et dévoyées fonctionnent super bien en entreprise. C'est parce qu'en fait, on évite d'aller poser des questions qui font mal. Typiquement, chiffre d'affaires, par exemple. C'est au hasard. Et sa potentielle réduction. Est-ce qu'il y a, dans la salle, il y a des réactions par rapport à ça? Par rapport à vos études, par rapport à ce que vous avez... Tiens, il y a une... C'est génial, j'ai pas besoin de bouger. Allô? Okay. Impeccable. Oh là là. Moi, par exemple, j'ai fini mes études, là, je suis déjà diplômée. Comment est-ce que je peux faire si je veux me former, par exemple, aux analyses de cycle de vie? Est-ce qu'il y a des outils auxquels je peux avoir accès pour un peu me renseigner là-dessus, ou c'est vraiment de l'auto-formation, comme vous disiez, il faut que je cherche par moi-même, que je passe mon temps libre à me renseigner sur les sujets, ou est-ce qu'il y a quand même des outils qui pourraient m'aider pour ça? Qui peut répondre à ça? Ça va prendre du temps quand même. Mais il y a des outils plus ou moins simplifiés. Par exemple, il y a sur le site de l'ADEME, il y a énormément d'outils qui sont référencés, qui vont du plus simplifié au plus complexe. Nous, chez MU, on utilise un logiciel CIMAPRO avec une base de données EcoInvent, et moi, je ne mets pas mon nez dedans, voilà. Mais mes collègues font ça très bien. Mais par contre, pour les designers, il y a par exemple bilan produit ou un certain nombre de référentiels qui font que malgré tout, ça vous met un pied à l'étrier. De dire, je vais travailler sur le secteur du numérique, je vais voir sur le site de l'ADEME, il y a des normes, des labels qui existent, qui ont déjà fait des ACV en fait sur ce secteur-là. Je vais regarder quelles sont ces conclusions, et ça donne quand même, mine de rien, de la nourriture pour pouvoir commencer à travailler dessus. Il y a des outils simplifiés aussi. Donc moi, mon conseil, pour répondre aussi en partie là, c'est de se jeter un peu à l'eau, quoi. Et au début, ce sera peut-être un peu tout moche et tout cassé, mais c'est pas grave. Il faut le faire une fois, ce sera plus facile la deuxième, ce sera plus facile la troisième, et ça donne confiance, et surtout dans le processus, on va apprendre 1 milliard de choses, quoi. Et ça va être super. Donc l'ADEME, notre meilleur ami. L'ADEME, oui, exactement. Et c'est vrai que ça, pareil, je crois que c'est des questions que je posais parfois en disant, bon, vous allez voir ce truc-là sur l'ADEME, et puis il y en avait un qui osait enfin dire, on connaît pas l'ADEME, c'est quoi? Ça pareil, moi j'avais jamais entendu parler de l'ADEME quand j'étais en école de design. C'est un problème parce que, comme le disait Margot, il y a des ressources vraiment de grande valeur sur le site de cet organe-là, qui a ses propres enjeux aussi, mais qui produit vraiment du savoir qui est indispensable dans nos métiers et dans plein d'autres. Et puis même le fait d'aller se frotter à ça, alors après il y a des formations, alors sur les ACV c'est un peu plus compliqué, mais par exemple des formations au bilan carbone. Les premières portes d'accès qui peuvent paraître un petit peu... quand on travaille dans le milieu, qui peuvent paraître dérisoires et en même temps qui sont hyper efficaces, c'est les fresques du climat, les fresques du numérique. Il y en a des tonnes, des fresques. Je vous conseille la fresque du renoncement aussi, qui est pas mal, parce qu'elle pose beaucoup de questions sur les logiques de renoncement à des choses, parce que c'est trop problématique, et ou de fermeture d'activités qui sont trop problématiques aussi. Donc ça encourage à se poser des questions de manière différente aussi par rapport à nos projets. Et puis je sais qu'on est évidemment assez technocritique vis-à-vis donc pas technophobe, mais chez Control S, mais donc on essaie d'avoir une critique assez construite du numérique.
Pour autant, je suis hyper content de vivre à l'époque de Wikipédia et d'énormément de documents en accès libre, parfois un petit peu grattés, mais voilà, il y a des éléments, il y a plein d'outils qui permettent d'avoir accès à des papiers scientifiques, à des rapports, à des méta-analyses, etc. Bon, bah, ça, par contre, il faut aller se les farcir. C'est vrai que, effectivement, au début, c'était sur le temps libre. Parce que, mais en fait, moi, sortant de mes études, je savais même pas, de design, je savais même pas que ces trucs-là existaient. Je savais même pas que la connaissance pouvait être produite comme ça. Donc, j'ai rien que de dire, et ces choses-là qui existent, vous pouvez y aller. C'est une première chose. Et puis après, en s'y frottant, ça donne pas un diplôme, mais au moins, on commence un petit peu à sensibiliser. Et puis, sinon, il y a plein d'organismes aussi qui font des ateliers ou qui font des conférences. Alors là, pour le coup, ça peut être un petit peu corsé, un peu technique, mais par exemple dans le domaine du numérique, mais pas que. Je pense au C3D aussi, le collège des directeurs, directrices du développement durable, qui fait beaucoup de conférences sur les sujets RSE et sur leur complexité de mise en place dans les entreprises, avec tous les enjeux de politique interne et les enjeux économiques que ça porte. Il y a des associations, designers éthiques et d'autres qui aussi font des conférences assez poussées avec vraiment des penseurs critiques sur les sujets de la technique, du fonctionnement en mode projet, du design en lui-même, de l'inclusivité, enfin bref, il y a plein de sujets. C'est relativement accessible, donc ça c'est bien. Mais ça demande de s'y frotter. Et par contre, moi j'espère que dans des écoles de plus en plus, il y a quelques étudiants et étudiantes qui vont commencer à essaimer en disant on a vu ce truc-là, organiser des choses autour de cette connaissance, et que ça peut aussi essaimer, et que là derrière les administrations et les équipes pédagogiques vont être là pour, si elles n'ont pas forcément amené ça, parce qu'elles ne peuvent pas tout amener non plus, elles sont là pour le cultiver et pour renforcer ces effets-là. Et Gaëlle, est-ce que quand les jeunes arrivent chez Pixelis, est-ce que tu leur fais un peu de formation? Comment ça se passe? Pour être honnête, c'est plutôt eux qui nous forment. En fait, je suis intéressé par les questions ou les conseils qu'on pourrait nous donner, mais je suis aussi très intéressé que nous pourrions donner, mais je suis aussi très intéressé par les conseils que eux peuvent nous donner. Parce qu'ils ne sont pas forcément câblés comme nous. Nous, en plus, à l'agence, on est... j'ai l'impression d'avoir 50 ans. On est plutôt des historiques. Le turnover est très bas dans l'agence. Je pense que j'en suis un digne représentant. Et donc, on grandit aussi par les nouveaux points de vue. Donc, les conseils, on les donne davantage sur quel interlocuteur aller chercher. Donc, stratégiquement, on cherche à toujours aller chercher sur les C-level, donc les directions ou les présidences, pour avoir le plus d'influence sur les actions qu'on pourra engager auprès de nos interlocuteurs, plutôt que d'échanger à des niveaux qui sont trop bas. Donc on oriente et on guide les nouveaux arrivants surtout sur une stratégie de posture et puis de vente, de présentation et d'accompagnement, mais sur la connaissance. C'est les projets en fait qui nous rendent apprenants, c'est-à-dire qu'on ne leur demande pas forcément d'avoir un bagage théorique extrême, de savoir gérer de l'éco-conception ou de traiter d'autres systèmes complexes. On s'adresse davantage à la pensée logique, savoir comment est-ce qu'ils vont justement organiser, séquencer. Le séquençage, il est fondamental. Quelle méthode on va utiliser, quelle approche on va valoriser, et comment est-ce qu'on va justement mesurer étape par étape l'avancée d'un sujet. Que notre interlocuteur ou notre nouvel interlocuteur soit un expert de quelque chose, tant mieux. Mais au final, c'est pas tant que ça qu'on attend. Oui, sans être nécessairement un expert, parce que je disais tout à l'heure, l'expertise, c'est effectivement de la logique par rapport à ça. C'est de la composition. Nous, on appelle ça faire du jazz ou être chef d'orchestre, en fonction du niveau d'improvisation qu'on peut avoir sur des sujets. Mais on n'a jamais autant appris que quand on nous adressait un sujet qu'on ne savait pas faire avant, qu'on l'a pris de corps. Bonjour à tous, alors moi c'est Majda, je suis ici. Je suis également diplômée de Sciences Po, comme Florian. Et du coup, je suis diplômée depuis très peu, avec Camille ici présente, du UX UI Design. Et du coup, j'ai une question et un peu une réflexion par rapport à ce que vous disiez, Gaëlle. La première question, c'est est-ce que vous avez des recommandations d'entreprises ou de sociétés dans lesquelles ces questions-là sont prises au sérieux et dans lesquelles le personnel est sensibilisé à ces questions-là?
Et du coup, ma deuxième, enfin pas vraiment question, mais plus réflexion, c'est avec Camille, par exemple, on avait travaillé sur un projet dans le cadre de notre formation pour une scénographe qui faisait de l'éco-conception. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est une femme qui fait des événements et le matériel qu'elle utilise, c'est du matériel recyclé, éco-conçu. Donc, nous aussi, on a découvert un peu tout ça en faisant son site internet et en comprenant ses ambitions et ses objectifs. Et on s'est rendu compte tout au long des phases de test, quand on interviewait sa base de données, pour pouvoir créer une bonne solution, que la plupart de ses collègues ou des personnes de ses clients nous disaient que généralement, ils avaient la sensation que les sujets d'éco-conception, tout ce qui touchait au RSE, en fait, c'était un peu des choses que parfois les entreprises les contactaient pour pouvoir cocher une case, en fait, et dire on fait notre démarche, elle est totalement RSE et on a un pôle diversité et inclusion et on est pour la diversité, mais en fait en réalité ils se rendaient compte qu'ils n'étaient pas du tout sensibilisés à ces questions. Et donc voilà, ma question c'est un peu c'est le débat actuel et je sais que vous n'avez pas la solution et la réponse. Mais est-ce qu'il y a des clés ou des choses qui pourraient nous permettre de détecter justement quand c'est pas vraiment très... quand c'est pas profond, et qu'est-ce qu'on pourrait y faire nous aussi quand on est recruté pour sensibiliser, voilà. Oula, vaste question. Alors, qui est-ce qui va répondre? Peut-être... Attends, laisse Goulven, parce que toi, tu es qui est dans l'entreprise. Ouais, Comment... alors, je vais parler en tant que recruteur, du coup, potentiel recruteur. Ne me sautez pas tous dessus. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, il y a le côté, les entreprises, elles cherchent à cocher une case. Je dirais que ce n'est pas grave, en fait. Il faut commencer par quelque chose. Et si elles se sentent obligées, légalement ou en termes d'image de marque, de faire un effort, c'est toujours ça de prix. La honte est un très bon moteur. Et il vaut mieux faire envie que pitié. Donc, on sait que les entreprises vont devoir y aller. Elles y vont avec plus ou moins de conviction. C'est vrai que je suis dans une entreprise où il est assez confortable parce qu'on aligne les valeurs, même si en interne, parfois, il y a de la friction. Et à ce niveau-là, il ne faut pas que ce soit bloquant dans les entreprises où vous dites « il faut que j'y aille ». Voilà. Après, comme tu le disais tout à l'heure, il y a des clients sur lesquels vous ne voulez pas travailler. Il y a des clients, il y a des recruteurs sur lesquels il ne faut pas postuler parce que vous ne les changerez pas de l'intérieur, le modèle mental est trop gros. Mais déjà, s'il y a une démarche RSE, si en plus c'est entreprise à mission, ça veut dire que c'est des gens qui font déjà des gros efforts en fait. C'est déjà contre-naturel. Voilà, tout ce que je pouvais dire là-dessus. Et je vois, il y a une chose qui est intéressante aussi, c'est que les agences de design recrutent maintenant des vrais experts en RSE pour pouvoir avoir un vrai discours avec les entreprises. Donc, ils embauchent eux-mêmes des experts, mais des vrais experts techniques, qui ont un discours qui n'est pas seulement qui vient du cœur, mais qui va beaucoup plus loin. Et ils embauchent pour pouvoir avoir un discours avec l'entreprise pour vraiment sentir si l'entreprise est prête à aller dans ce chemin jusqu'au bout. Ou est-ce que c'est juste j'embauche, je travaille pour des entreprises où ils ont des directeurs de RSE, la pauvre, elle est toute seule et en fait, elle n'est pas tellement écoutée pour dire la vérité. Donc, il faut vraiment chercher, il faut vraiment discuter et voir quelles sont les possibilités. Mais côté positif, c'est ce que dit Goulven, j'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui, il demande systématiquement une réflexion RSE pour tous les nouveaux recrutements. Donc, ça vient. Une autre question ? Je veux juste répondre un tout petit peu à... Non, il n'y a pas de problème. Je peux donner peut-être une première clé de lecture, ou en tout cas un tamis. C'est de regarder le rapport annuel, par exemple, d'une entreprise. Ah oui. Sa structure, comment est-ce qu'elle structure ses engagements, quelles sont les preuves qu'elle met derrière ses engagements, quelle est la précision de ces preuves, comment est-ce qu'elle s'inscrit dans le temps. Bref, ça peut donner une idée de l'opportunisme ou non d'une organisation à chercher à répondre avec une veste d'argent sur son hôtel de responsabilité. Après,
pour moi, il n'y a pas une entreprise qui n'est pas sensible à ça, d'une certaine manière, parce qu'elle a vu qu'en fait, c'était un levier de valeur. Donc elle cherchera toujours à s'y intéresser, et je pense qu'il y a un véritable sujet de est-ce qu'on a tous envie de travailler pour les best in class du secteur qui ont déjà tout résolu, qui ont déjà, entre guillemets, craqué le code d'une certaine manière et qui sont des tâches toutes propres dans l'environnement un peu foireux de notre monde, ou est-ce qu'on a envie de se mettre un peu dans le ventre de la bête et aller chercher à bouger des organisations qui sont des paquebots qui pivotent beaucoup trop lentement. Et ce pivot-là, il sera fait bien évidemment par des strates à la fois politiques, financières et stratégiques qui nous dépassent à nos niveaux aujourd'hui, mais on doit y contribuer. Et en fait, le pari aussi, c'est des fois d'aller auprès de certains et de certaines qui ne sont pas encore parfaits et de dire, OK, on va prendre ces sujets-là à bras-le-corps et on va y aller. Et c'est ça le plus dur, à mon sens, parce que bosser pour des boîtes qui font les trucs top, ça serait génial pour nous, en tant que designer, on serait en plus super flattés. Moi, le soir, avec mes potes au dîner, je pourrais m'enorgueillir de dire que j'ai fait des trucs géniaux. Mais il y a certains clients pour lesquels on travaille, ils sont pas top, on le sait. Par contre, on se dit qu'il faut un peu de courage pour y aller. Et ça, je pense que c'est aussi important de ne pas forcément essayer de chercher le terrain le plus génial, mais au contraire le challenge le plus enthousiasmant pour changer les choses. Il y avait quelqu'un qui voulait poser une question, oui. Du coup, en fait, Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bonjour, je m'appelle Mathilde, je suis diplômée de l'école de design de Nantes-Atlantique en Master Care Design. Et je voulais rebondir justement par rapport à ça et sur le fait de travailler dans le milieu de l'éco-conception, de l'écologie en général. Je me dis quand même qu'il y a beaucoup d'entreprises dont le cœur d'activité n'est en lui-même pas du tout écologique en fait. Et c'est compliqué en fait. Enfin, je sais pas du coup, dans ma sélection, j'essaie justement de sélectionner des entreprises qui ont déjà un cœur d'activité qui est plutôt écologique, mais je me rends compte quand même que celles qui recrutent le plus ont souvent pas ce critère-là. Donc c'est assez compliqué, je trouve, quand même, quand on est jeune diplômé et qu'on a ces ambitions et qu'en fait, quand dès le départ l'entreprise, typiquement constructeur automobile, effectivement, on ne sait pas écolo dès le départ, quoi, donc c'est compliqué. Oui, je pense qu'il n'y a pas d'endroit idéal. Ceci dit, pour finir de répondre à la question précédente, moi j'aurais tendance à dire aller dans le public, qui malheureusement souffre encore d'un déficit d'image qui est, à mon avis, complètement insensé. Moi j'entendais souvent mes parents dire les fonctionnaires, machin. Après, quand j'ai fait un petit peu d'histoire des administrations, j'ai compris d'où venait ce discours-là. Du coup, il m'énerve d'autant plus. Et voilà, dans le public, il y a énormément de choses qui sont faites. Il y a aussi des devoirs d'exemplarité qui, malheureusement, n'arrivent pas assez vite pour les entreprises, même si il y a des lois, typiquement les lois AGEC, les lois Rennes, qui vraiment les forcent, alors pas encore assez, mais les forcent à aller vers une direction un petit peu plus vertueuse. Mais oui, comme disait Gaël, aller décortiquer les rapports d'activité, voir depuis combien de temps est-ce qu'ils parlent du sujet. Voir combien il y a de personnes dans cette équipe-là, et voir aussi comment est-ce qu'ils en parlent. Parce qu'il peut y avoir un rapport d'activité où ils parlent de ça en disant en fait, on a baissé nos émissions en faisant de la compensation carbone. Et quand ils disent pas avec qui c'est, généralement, on sait que c'est du bullshit et que clairement, c'est une case qui coche. Quand derrière, ils parlent un petit peu plus d'avec qui ils le font, de est-ce qu'ils ont vraiment fait un plan de réduction, par exemple, avant de faire de la compensation, là, on sait qu'il y a quelqu'un qui leur a dit il faut faire ça sérieusement. Donc déjà, d'aller voir un petit peu dans le détail comment est-ce qu'ils s'y sont pris méthodologiquement pour s'engager dans une perspective, une trajectoire de réduction, ce que normalement les entreprises font, ça donne un meilleur indice déjà de leur positionnement, ou au moins du fait qu'elles laissent la possibilité en interne à des gens de poser sérieusement la question. Après, effectivement, comme tu le disais, Mathilde, si je me souviens bien, oui, il y a énormément, évidemment, dans le modèle économique actuel, il n'y a pas d'entreprise qui a un modèle uniquement vertueux. C'est bien là qu'est la grosse complexité d'ailleurs. Et même des entreprises qui sont très engagées sur le sujet, j'évoquais Fairphone tout à l'heure, qui eux essaient de nager à contre-courant des autres constructeurs, des autres fournisseurs de matériel technologique, donc surtout là, eux, de smartphones en l'occurrence. Justement, ils sont transparents sur le fait que, par exemple, dans leur chaîne d'approvisionnement, ils connaissent que 50% des origines et des acteurs qui sont dans cette chaîne-là. Et le reste, ils disent, on ne sait pas et c'est un problème.
Mais au moins, ils ont la transparence de le dire. Donc déjà aussi, cet acte de transparence est plutôt bon signe. Évidemment, ils sont beaucoup plus petits. Il n'y a certainement pas les mêmes salaires, il n'y a certainement pas les mêmes bénéfices de travail en parallèle. Voilà, c'est aussi peut-être qu'ils sont plus loin, ils sont peut-être pas en France. Enfin voilà, ça remet aussi en question il y a beaucoup de choix qui vont à côté de la question de juste le travail en lui-même. Mais voilà, il y a quelques boîtes qui s'engagent. Sinon, il y a de plus en plus de coopératives aussi qui commencent à coopérative. Guilty. Je sais pas si tu allais en parler ou pas. Vas-y. J'allais justement faire rebondir sur les entreprises de l'ESS qui sont effectivement des entreprises qui ont un cœur engagé par leur sens et de la création aussi. Donc c'est vrai que ça peut être aussi quelque chose. Et donc nous, coopérativement, on s'appelle coopérative parce qu'on est une SCOP. Et donc les SCOP, c'est des sociétés coopératives de production qui existent généralement quand on en entend parler quand il y a des usines qui ferment et qui sont reprises par les salariés. Et on a pas mal de nos confrères aussi d'agences d'éco-conception qui se transforment en SCOP. Nous, on a été créé en SCOP en 2010 par les 2 cofondateurs avec cette idée d'alignement entre notre métier, notre manière de faire notre métier aussi. Donc ça peut être aussi une forme d'engagement de l'entreprise qui, à mon sens, est porteuse de démocratie, d'engagement et de sens. On parlait de projet aussi tout à l'heure, donc il y a un petit peu de ça. Donc ça peut être aussi un canal de recherche pour vous qui cherchez des entreprises qui sont un petit peu engagées. Alors généralement, c'est pas non plus là où ça paye le mieux, mais c'est là où on peut aussi trouver du sens, aussi d'une certaine manière. J'interviens aussi sur l'exemple que vous donniez par rapport, par exemple, à l'industrie automobile. Bon, éco-concevoir un pare-choc, c'est sûr que voilà, on va se dire que c'est cool, mais bon, est-ce que ça va vraiment changer justement le cycle de vie de la voiture en général? Par contre, designer une nouvelle offre, un nouvel usage, et donc designer un business model, designer de nouvelles sources de valeur, imaginer comment la mobilité elle a un rôle dans l'urbanisme, ça c'est du design. Et aujourd'hui, l'avantage qu'on a, enfin en tout cas l'opportunité qu'on a, je pense, actuellement, c'est que les organisations laissent beaucoup plus de place à ces sujets-là qu'avant. Avant, c'était très périphérique. Je prends l'exemple de l'automobile, mais en tout cas, c'était pas central, c'était pas staffé, c'était pas organisé, c'était pas stratégiquement nécessaire de le faire. Aujourd'hui, ces entreprises-là se questionnent vraiment sur leur business model. Et nous, en tant que designer, on a un rôle à jouer là-dedans, parce qu'on peut éco-concevoir un business model aussi. Et donc, les forces, ou en tout cas les cordes qui font vibrer ces organisations-là peuvent aussi être jouées par nous designers et pas que par financiers, avocats et autres politiques. On peut être à la table de ces échanges-là parce que notre manière de connecter ces sujets-là nous est propre. Et donc, notre utilité, elle peut avoir d'autres fonctions ou positions dans des organisations qui ne sont pas forcément celles du design qu'on a culturellement ou historiquement l'habitude d'avoir. Voilà. En termes de plasticité, je pense qu'au début d'une carrière aujourd'hui de designer, on a le champ des possibles et l'éventail des possibles est beaucoup plus large parce qu'aujourd'hui les organisations et leurs stratégies sont à l'écoute de ça. Je voudrais renchérir là-dessus. Je pense que c'est vraiment un élément déterminant, et en particulier pour vous qui allez rentrer dans la vie professionnelle et puis ceux qui vont vous suivre. Hein. Le design, c'est un métier d'avenir, pas un métier de niche. C'est pas un métier qui vient vivre dans des environnements dont on sait qu'ils sont faits pour lui. Il est destiné à être partout. Il est hégémonique. Il a vocation à être hégémonique. Comme culture, hein. Ça ne veut pas dire que quand vous entrerez dans une entreprise, vous aurez forcément le titre de designer, mais quand vous sortez de Centrale, quand vous sortez de Polytechnique, personne ne se fout de savoir si vous êtes ingénieur en fait. Vous êtes juste à la tête de la boîte, ou la direction marketing, vous êtes au conseil d'administration, et à ce titre-là, vous avez du pouvoir. Mais en fait, c'est ça l'avenir du design, c'est de rentrer dans le cercle du pouvoir. Et de ce point de vue-là, la place, elle est gigantesque, c'est-à-dire qu'il y a plein de places à prendre. Voilà. Et pour l'apprendre, pour le coup, il faut déjà avoir envie d'apprendre, hein, parce que si on n'a pas envie d'apprendre, forcément, ça ne va pas arriver. Et probablement aussi s'ouvrir à cette idée que le pouvoir, ça n'est pas sale. Voilà. Et que le pouvoir, ça peut s'exercer avec vertu, pour peu qu'on ne le fasse pas tout seul, évidemment.
Peut-être juste pour compléter, par contre, de croire que parce que les designers vont arriver dans les conseils d'administration, les choses vont changer en profondeur, c'est se mettre le doigt dans l'œil jusqu'au coude, donc il faut quand même C'est pas ce que je dis. Hein. faire très... Oui, je sais. Mais C'est pas ce que je dis, hein, parce que le design, c'est plus grand que les Je designers. sais, mais ça peut Le être design, un corollaire de cette Non, il proposition-là. n'y a pas Et je pense d'hégémonie qu'il faut- qui vient. C'est pas l'hégémonie des designers, c'est l'hégémonie du design comme culture du projet. Et ça change tout. Mais ça commence quand même à changer. Il y a maintenant des entreprises, surtout au niveau international, qui mettent les VP Design au niveau du COMEX. Oui, mais qu'est-ce qu'elles produisent? Oh, plein de choses, je t'expliquerai. Non, mais je les connais, c'est pour ça que je pose la question. Je connais la réponse. j'argumenterai. Est-ce qu'il reste encore une question, simplement parce qu'on a... Moi, j'ai une question à vous écouter, monsieur. Depuis tout à l'heure, on a l'impression que pour faire du design, il faut détester, haïr les entreprises et les considérer comme des corps monolithiques qui seraient, où il y aurait des gens avec des lunettes qui, comme dans 1984, pensent tous la même chose. Non, il faut juste pas être naïf. Big Brother's watching you. Vous parlez pour vous, là? Pas être naïf. Vous parlez pour vous? Hein? Vous parlez pour vous? J'essaye, ouais. Et pas que pour moi. Mais non, je déteste pas les entreprises. On travaille avec des entreprises, évidemment, aussi. Seulement, on sait très bien que... on essaie de se méfier du double discours qui, surtout sur l'enjeu du climat, qui touche si profondément au modèle même d'existence et à la raison d'existence des entreprises, évidemment, ça va être un terrain... alors, dans le meilleur des cas, d'incompréhension, dans le pire des cas, de désinformation, de lobbying, etc., etc. Et il ne faut pas être naïf, c'est aussi parfois face à ça qu'on peut se retrouver. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler avec des entreprises, je travaille avec des entreprises. Et je développe une agence depuis 2 ans, donc je sais bien ce que ça veut dire aussi derrière, d'être capable de se payer un salaire, de recruter des gens, etc. Donc évidemment, il y a un regard pragmatique aussi sur avec qui on travaille et dans quelles conditions, et quels sont les contrats qu'on passe avec ces entités-là, pour pas que le projet dérape et aussi qu'on ne se retrouve pas, nous, dans du greenwashing derrière, parce que c'est beaucoup ça le problème, c'est ça le gros risque. Et oui, moi, là d'où je suis et vu la manière dans laquelle je comprends les enjeux écologiques, j'ai pas envie de me réveiller un matin en me disant « Ah bah mince, j'ai produit un truc qui est du greenwashing ». Et je sais à quel point c'est facile, en fait. C'est pour ça que je suis évidemment très méfiant, mais en essayant de l'être de manière constructive, vis-à-vis surtout d'entreprises qui ont historiquement des modèles de production et des modèles d'action qui sont douteux à de nombreux égards, mais c'est pas que réservé aux entreprises. Même le secteur de l'ESS est plein de contradictions, si on va par là. On sait très bien. Donc, mais en fait, c'est ça le problème, c'est qu'évidemment, on peut trouver des problématiques partout. Le seul truc, c'est d'essayer de les connaître, de les avoir en tête pour savoir en face, quand on va nous répondre un discours policier très propre, est-ce que il est sincère ou est-ce qu'il essaie de cacher quelque chose pour pas juste qu'on aille poser les questions qui font mal. C'est plutôt ça le... Moi, je te rejoins aussi là-dessus, parce qu'effectivement, les entreprises qui viennent nous voir, et j'imagine vous voir aussi, bah, ils y ont un intérêt. Et il faut que ça se joue un petit peu carte sur table aussi. Donc le fait de connaître les entreprises, de connaître leurs failles et de savoir où est-ce qu'on met les pieds, c'est aussi hyper important pour nous. Excusez-moi, connaître leurs failles. Savez-vous quelle est, en France, l'entreprise la plus avancée sur les questions de cycle de vie du produit, bien avant les normes ? Parce que connaître leurs failles, c'est facile, mais connaître les forces des entreprises françaises. Pouvez-vous me citer l'entreprise qui a le plus développé les questions d'ACV et de recyclabilité des produits ? Soit Veolia, soit Bouygues Construction. Eh bien, pas du tout. C'est une entreprise, une régie nationale qui s'appelle Renault, où une femme, Alice de Breuer, a dès les années 95 créé des systèmes de tagage de tous les produits pour complètement démantibuler les véhicules, jusqu'à placer les rivets en plastique sur le bon plastique par rapport à la croche d'origine, à taguer les amortisseurs pour la réutilisabilité des fluides, à former tous les ingénieurs et tous les designers de l'entreprise. Et quand la norme a été faite, qui on est venu chercher ? On est venu chercher Renault. Ça, c'est ce que j'appelle une force. Savez-vous quel est le plus grand spécialiste des déperditions énergétiques en France et en Europe ? EDF, comme par hasard, celui qui produit de l'énergie. Enfin, les entreprises, ce ne sont pas des corps stupides. Mais EDF, c'était une entreprise publique déjà, premièrement, et deuxièmement, taguer il y a une différence entre public et privé. C'est quoi la différence entre public et privé ? Taguer des pièces d'automobile, si c'est pour continuer dans un modèle de voiture individuelle qui, par ailleurs, pose énormément de problèmes. C'est plus la discussion, là. C'est plus la discussion. Ben si, c'est juste qu'on regarde au mauvais endroit. On met les compétences et le temps et l'argent au mauvais endroit. Et le design a été complaisant beaucoup trop longtemps là-dedans, en se disant c'est super, on va faire des belles expériences.
En fait, là maintenant, on n'a plus le temps, on s'en fiche de faire des belles expériences. Et moi, je m'en fiche qu'il y ait un écran. J'ai travaillé en boîte automobile, donc je sais comment est-ce qu'ils réfléchissent à l'intérieur. Je m'en remarque que vous fiche savez d'avoir beaucoup de choses. Je remarque que vous savez beaucoup de choses et vous les affirmez de manière péremptoire depuis tout à l'heure, avec énormément d'erreurs, énormément d'éléments faux, notamment votre couple sur l'ADEME où il y a très peu de bases de données et c'est très peu instruit. On en sort, il y a beaucoup de doutes. Enfin, vous annoncez beaucoup de choses qui sont plus des convictions personnel ou politique qu'un espèce d'état de l'art de la réalité des rôles du design et de la manière dont des jeunes designers peuvent intégrer les entreprises qui ont des doutes, des envies, des désirs et qui ne sont pas comme ça le grand méchant tel que vous en parlez depuis à peu près une demi-heure. J'ai l'impression que ça vient plutôt frustrer vos positions sur le design et tant pis, c'est pas grave. Pas du tout. Alors là, excusez-moi, mais si vous voulez parler de cycle de vie, d'hydrogène et décarbonation, on va les discuter derrière et puis je pense que ce sera passionnant. On peut, oui, je pense que ce serait une bonne Moi, je suis toujours ravie de raconter et surtout, en tout cas, de partager mon expérience. Et je suis, en tout cas, je serais déçue de voir que le partage d'expérience n'était pas aligné avec votre expérience à vous. Et moi, je suis toujours ravie de raconter comment est-ce que moi je fais mon métier. Et si on me pose la question, je le raconte avec grand plaisir. Et si c'est en contradiction avec la manière dont vous expérimentez aussi votre métier, on en parle. Il y a pas de, pour moi, j'ai pas de problème. Mais on arrive à la fin de la session avec un petit peu de mouvement. Est-ce qu'on a le temps littéralement d'une dernière question? Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Oui? C'est une question, ça va peut-être être un peu long, mais je ne sais pas si vous pouvez faire une réponse rapide. Mais est-ce que vous pensez du coup que le design, c'est la discipline qui peut nous sauver? Bon, j'imagine qu'il n'y a pas que elle, mais du coup, quels atouts vous y voyez? Et l'autre question qui va avec, c'est est-ce que du coup, vous trouvez que les designers aujourd'hui, ils sont écoutés auprès des instances dirigeantes, que ce soit le public ou les entreprises? Est-ce qu'il y a d'autres métiers qui sont plus écoutés ou voilà, est-ce que vous aimeriez que ça évolue voilà. Qui est-ce qui va répondre? Je peux tenter une réponse rapide, mais Dominique, tu l'as évoqué. J'ai entendu aussi à un moment une place à la table, je crois que c'est toi qui l'as dit. Le design, c'est une des composantes du réel, c'est un des métiers du réel qui répond à des représentations plus ou moins exactes. On voit qu'on n'est pas toujours tous alignés d'ailleurs. Moi, ce que j'ai pu constater dans le monde de l'entreprise, c'est quand, effectivement, le design, on lui fait une petite place à la table, ou une grosse, avec tous les autres métiers, qui sont des métiers techniques, qui sont des métiers politiques, qui sont des métiers organisationnels. Dans ce cadre-là, les méthodes de design sont très utiles. Après, de se dire, effectivement, pour caricaturer un peu, que si on met un design, un VP design quelque part, les GAFA dont tu parlais ont des designers à leur tête, donc c'est pas vertueux en soi. On n'est pas des super-héros. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie énormément. Merci à tout le monde. Et n'hésitez pas, je pense que vous êtes là encore. Non, peut-être Golven, tu dois partir là. Mais je vous remercie vraiment et j'espère qu'en tant que jeune designer, vous irez dans ce sens. Merci beaucoup. Merci beaucoup.